Bonjour Charles et Ava. Bonjour. Salut Louise. Bienvenue sur InPower. Je suis merci. très heureuse de vous recevoir. Vous êtes venus de Normandie pour cet enregistrement, donc merci beaucoup. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent et qui vous connaissent peut-être pas encore, vous pouvez vous présenter de la façon dont vous le souhaitez? Vas-y, je te laisse nous présenter. Fais Ok. les deux en même temps, ce sera plus rapide. J'adore. Je vais au moins me présenter, j'aurai pas la prétention de dire que je te connais si bien, quand Ouais, même c'est pas ça. mal. Donc nous c'est Charles et Ava, on est deux anciens étudiants en médecine, on était en 4e année et puis on a décidé de changer de vie pour vivre de notre passion qui était la pâtisserie et décider de lancer un business dans le monde de la pâtisserie en ligne. On a 25 ans, je sais pas si tu l'as dit. Non, On il a l'a pas dit. 25 Et pourtant ans. c'est très sympa. Vous êtes de la même année? Non, 96 et 95. Ok. J'ai pris une petite jeune. Ouais. J'adore. Parce que c'est vrai que vous n'avez pas dit depuis combien de temps vous êtes ensemble, parce que vous êtes un couple, on aurait pu- Ouais. tu sais, je me demande, est-ce que les gens parfois vous disent, est-ce que vous êtes frères et Ah ouais, sœurs? au Ah. début Ouais. beaucoup. Au Ouais. début beaucoup parce qu'ils me disent ah vous êtes grand. Charles mettait des lunettes avant. Ah vous avez des lunettes comme si ça voulait dire qu'on était frères et sœurs. Ouais. Mais bon, Ah ouais. mais ça faisait partie. Mais ouais, on est ensemble depuis 7 ans et demi, un peu plus de 7 ans et demi maintenant. On Ok. s'est mis ensemble à la sortie du lycée, donc c'était Ouais. comme ça. C'était Allons en lancé. médecine tous les deux. Ouais. Loupons Et arrêtons la médecine première- tous les deux. Loupons la première année de médecine et après. C'est arrêtons. génial. Quand est-ce que vous vous êtes rencontrés? Est-ce que c'était justement pendant vos études ou est-ce que ça s'est fait par vos centres d'intérêt personnels communs? Au lycée, en fait. On était dans le même lycée, donc Ouais. à partir de la seconde, on s'est rencontrés. On était amis et petit à petit, bah voilà. Meilleur ça s'est ami, le créé. petit chemin, tu sais. Moi, Ouais, j'ai fait voilà. mon plan sur 3 ans. Je suis arrivé en seconde, je me suis dit, Stratégie, plan, 3 pas parties. mal. Business ok. plan. J'ai un business Ouais, plan, donc, ça va se faire sur 3 ans. Fin du lycée, on se dit on va en médecine ensemble, on s'entend quand même carrément bien. Et puis Ouais. voilà, le coup de foudre après 3 ans, quoi. On va dire ça. Ok. Coup de foudre retardé. Et est-ce que vous saviez tous les deux depuis longtemps que vous vouliez faire médecine ou c'est venu au fur et à mesure? Parce que moi j'aime toujours savoir un peu comment étaient mes invités enfants. Je trouve que ça en dit long en fait et on retrouve c'est souvent clair. des... Après ça les rattrape et on se rend compte que si on s'écoute qui on était genre à 7-8 ans, Ouais. on gagne du temps. C'est clair. Moi, je pense que non, je savais pas depuis que j'étais petite. C'est arrivé au lycée, je pense. Au lycée, je me suis rendu compte, voilà, la SVT, j'aime bien ça, j'aime bien le corps humain, j'aime bien être avec les gens. Je me suis dit, bon, bah, médecine, ça a l'air bien. Puis il y en avait quand même ce côté, la médecine, c'est cool, quoi. C'est des grandes études. J'étais en filière S. T'as tout le monde qui te pousse un petit peu en mode, moi, je vais faire ingénieur, moi, je vais faire avocat. Non, pas avocat en S, mais ingénieur et ingénieur. Et tu te dis, bon, ok, bah, médecine, quoi, c'est cool. Mais avant, non, je voulais être avocate, je crois, et architecte aussi. Enfin, j'ai voulu faire plein de choses, mais médecine, c'était pas mon premier souhait, quoi. Mm. Non, mais au lycée, je me souviens qu'en première, déjà, tu me disais, ok, médecine, ça me plairait bien. Moi, je me disais, ok, tu me plais bien. Donc, je vais faire médecine aussi. Non, pas du tout. Je me disais, ouais, pareil, le corps humain, ça me plaisait bien. Les humains me plaisaient bien de base aussi. Donc, je me suis dit, Ouais. bah, ça va être le moyen d'allier le côté social qu'on aime bien et un peu de challenge aussi parce qu'on Ouais. savait que c'était des études qui étaient compliquées et on aimait bien ce qui était compliqué, se mettre des challenges et se dépasser. On n'est pas C'est ce qui- forcément compète, mais on est challenge, je pense. Moi, je suis très compète. Parce que Ouais. moi, je suis né de la compétition dans le tennis, etc. Et donc, c'était une compétition de plus pour moi, en tout cas. C'est ce qui nous a amené, je pense, à l'entrepreneuriat d'ailleurs derrière. Hein. Ouais. C'est le côté challenge. Ouais, parce que c'est vrai que j'ai toujours vu de l'extérieur, vu la médecine un peu comme une vocation, en mode attends, tu te lances pas dans 10 ans d'études, juste bah voilà, parce que tu te dis pourquoi pas. Mais c'est marrant parce que d'après ce que vous me dites, vous c'était pas une évidence. Bah, d'ailleurs, c'est peut-être Non. pour ça que vous avez arrêté après. Ouais, en Mais- fait, mais- c'est ça, mais- je pense. T'as résumé c'est 100% fou, du truc. c'est fou parce que je Ouais. me dis, il y a, enfin, la pression de l'élite et de la réussite est telle que ben voilà, deux étudiants qui sont en S, qui aiment le challenge, se disent allons-y. Alors que bah, si vous aviez peut-être plus réfléchi ou si jamais on vous avait plus demandé ce que vous aimiez faire, c'est peut-être pas médecine auquel vous avez pensé en premier, quoi. Ça c'est un peu fait par la Ouais. force des choses. En fait, moi, ce qui m'a manqué, parce que tu vois, tu dis c'est 10 ans d'études, pourquoi vous êtes lancé là-dedans, enfin, c'est ce qu'on peut se poser comme question. Et je ne pensais pas que les 10 ans d'études étaient si horribles, en fait. Et quand on a pu rencontrer des personnes qui étaient en médecine, tu sais, il y avait les réunions anciens Oui. élèves, par exemple, bah, c'est des personnes qui sont en première, deuxième année, qui en fait ne connaissent pas la suite du parcours. Moi, j'aurais aimé rencontrer quelqu'un qui était en 7e année, qui nous disait, qui aurait pu nous dire, non les gars, en fait, c'est la merde, ça va être vraiment dur. Et en fait, on n'avait pas la réalité des choses. Et je pense qu'une fois qu'on a passé la première, deuxième, troisième année, on est arrivé en externat. C'était là, on a vraiment compris la galère. Mais à la base, tu vois, les 10 ans d'études faisaient pas vraiment peur parce que je pense que c'était vraiment 10 ans cool en fait. Et que c'était, même si c'était pas ce que j'avais envie de faire depuis toute petite, bah, en fait, ça allait être cool sur le passage pour arriver à un but cool, tu vois. Ouais. En fait, non, pas tant que ça. Bah, c'est quoi la réalité justement? Dites-nous, comment se sont passées ces 4 années? Mais c'est cool que tu poses la question parce que je pense qu'il y a vraiment des choses à dire sur ce truc-là et Ouais. on idéalise vraiment les études de médecine, on regarde Grey's Anatomy, on Ouais. regarde Ouais. C'est pas Dr comme House, on Grey's, se hein. dit, Non mais Mais ça ça a c'est l'air terrible.
les médias, je trouve, ils vendent, mais pour plein d'autres trucs, ils vendent une image et on fantasme beaucoup de choses et on se lance dans des choses sans en connaître la réalité derrière. Mais trop. Après, c'est cool parce que ça peut créer des vocations, mais après, je pense que Docteur Mamour, ça va 5 minutes, mais en réalité, nous, on a fantasmé ce truc-là où on s'est dit, waouh, on va apprendre beaucoup de choses, ça va être dur, on savait que ça allait être dur, mais derrière, on va sauver des vies, on va passer du temps avec des gens, ça va être incroyable, on va être entouré d'autres médecins qui, comme nous, vont aimer les gens, vont vouloir donner. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait ça, qu'il y a un vrai problème, notamment à l'hôpital, puisque nous, on n'a pas vécu le milieu privé, on a vraiment, de par nos études, vécu le milieu public. Il y a une espèce de transmission de génération en génération de le médecin en a tellement, excuse-moi, chié pendant ses études qu'il va te démolir. Par pur principe. Ah ouais. C'est un truc de fou. Quand toi, tu vas lui dire « Mais pourquoi vous me parlez comme ça ? Parce que franchement, je mérite pas ça. Moi, je bosse, je fais de mon mieux. Et vous, parce qu'on prend assez cher en étudiant en médecine. » Et ils nous répondent toujours le même truc, c'est « À mon époque, c'était pire, donc tu la fermes. » Une phrase que j'ai reçue, c'est « Tu n'es qu'un externe, tu vas apprendre que ton seul rôle ici, c'est fermer ta gueule. » Et après, tu es une sous-merde. Attention, tu es une sous-merde. Quand même. T'es pas une merde, t'es une sous-merde. Tu vois la merde ? T'es en dessous. Pardon ? En fait, moi, je croyais qu'on s'aimait tous. Et qu'on était là pour sauver des gens. Sauver des vies, tu vois ? Parce que moi, en fait, je regardais Grey's Anatomy. Et en fait, c'est pas ça. Ah non, mon gars, non. Mais même au-delà de ça, au-delà des chefs qui vont être pas cool avec les étudiants, ils sont pas cool non plus avec les équipes. Moi, j'ai vu une guerre entre infirmiers, aides-soignants et médecins qui est lamentable, je trouve, alors qu'on devrait tous être là en train de travailler ensemble pour sauver des gens. Ouais. J'ai vu des médecins mal parler aux patients, en fait, juste parce qu'ils sont pas heureux. Alors après, moi, je veux bien, des gens pas heureux, ça existe partout. Et je pense qu'il y a un vrai problème aussi dans le système. Pourquoi les études sont si compliquées, c'est pas normal. Pourquoi le métier est si compliqué. Enfin, il y a plein de choses qui pourraient expliquer pourquoi ils sont pas heureux. Mais pour moi, du moment que tu vas traiter quelqu'un, tu vas vers quelqu'un qui est en souffrance, tu peux pas mal le traiter en fait. Enfin, il y avait même plus d'empathie, il y avait plus de sympathie, il y avait plus rien en fait dans certains médecins qu'on a croisés et c'était trop quoi. Ouais. C'était trop pour nous parce que on avait toujours idéalisé ça comme ça va être on va être entouré de gens qui veulent faire du bien et du coup ça va être cool quoi, tu vois, on va être tous là pour la même raison mais en fait pas du tout et on s'est rendu compte que c'était comme réel, ça en fait. Dans beaucoup de stages malheureusement. Ouais. Pas que là où on est passé. On est passé par des expériences quand même difficiles en dehors ce côté où on te sous-estime, on te sous-traite. Moi, j'ai eu un déclic qui m'a vraiment fait arrêter à un moment donné. J'étais en stage aux urgences dans la ville de Saint-Lô. Et en fait, il y avait tellement de monde aux urgences que les médecins-chefs ne pouvaient pas prendre en charge tous les patients. Ils nous ont dit carrément un matin, allez les externes, vous me videz les urgences. Autrement dit, je me fous de ce qu'ils ont. C'est Doliprane, tu rentres chez toi. Ok. Et là, je vois un patient de genre 94 ou 95 ans qui rentre. Les petits vieux. Ah ouais, trop mignon. Trop mignon, mais en souffrance de dingue. De dingue. Le mec, il hurle sur son lit. Et moi, je suis tout seul. Je suis en 4e année, c'est-à-dire la première année où je prends en charge des patients. Je suis pas du tout censé avoir de responsabilité. Je suis censé être carrément coaché par les gens qui sont au-dessus de moi. Et j'essaye de comprendre ce qu'il a avec mes bases. Et petit à petit, je me rends compte qu'au bout d'1 heure, 2 heures, je lui donne des traitements pour le soulager de plus en plus fort. Ça le soulage pas. Je lance des examens qui donnent rien. Je trouve pas ce qu'il a, le monsieur, et il souffre et il crie de plus en plus. Tu demandes à ton interne aussi. Plusieurs fois, je vais vers mon interne forcément en disant, écoute, je suis d'abord vers mes chefs. Je leur dis, j'ai un problème, je trouve pas. J'ai l'impression que le monsieur, il a un gros problème là. Non, écoute, tu t'en charges, Charles. J'ai pas le temps. Je vais vers mes internes, j'ai pas le temps. Je vais te passer les détails. 5 heures plus tard, il était mort. Non. Et évidemment, ils ont accusé qui ? L'externe. Je me suis fait incendier. En fait. Mais comment Mais tu te rends compte que t'as tué cette personne ? Arrête. Tu te rends compte ? Toi, t'es là. Moi, j'étais en PLS. J'étais comme ça. Je tremblais. Et là, tu vois la famille qui va dans la chambre. T'es là. Le mec avait juste rompu son aorte, donc la plus grosse artère du corps humain. Et il se vidait devant moi pendant que je lui filais du Doliprane et du codéiné. C'est horrible. Ah non, mais tu me parles d'un traumatisme. Et là, mais vraiment dans ma tête, j'ai un souvenir que je garderai toujours. C'est un moment, je viens en panique voir mon chef en me disant, écoute, là, franchement, je me fous que tu me foutes une tarte parce que je viens te voir une énième fois. Il faut y aller. Et je le vois partir et tranquille et me dire, t'as pensé à la rupture de l'aorte ? Non. Il vient le voir, on lui fait une échographie sur le ventre et on voit que son ventre est rempli de sang.
j'avais pas pensé à la rupture de l'aorte, effectivement, puisque le mec me décrit qu'il a voulu se peser le matin, il a récupéré sa balance et en se relevant, il a eu un peu mal au dos. Ça fait typiquement hernie discale, de cet âge-là, c'est carrément possible. Donc moi, je cherche ça, tu vois, parce que j'ai même pas vu, en fait, la rupture de l'aorte encore dans mon cursus. Bah ouais. T'as pensé à la rupture de l'aorte tranquillement? Non? Ah bah, c'en était une. Après... Il l'a dit après qu'il soit décédé. Ouais, non, il me fait l'examen, le mec était encore vivant, hein. Et juste en souffrance Et c'est ultime. trop tard, il Bah, a trop pas tard. De pu. toute façon, vu son âge, il aurait pas été opéré. Donc c'était Ouais. un peu une cause perdue, mais Mais C'est-à-dire c'est que- horrible c'est d'avoir horrible. la Non, mais c'est de horrible. vivre la chose et de. En plus, on te met la responsabilité dessus alors Ouais. que t'es allé les voir, que tu leur as demandé, que tu as lancé la sonnette d'alarme. Truc de Quoi. fou. il y a Heureusement, juste ouais. une senior c'est qui ça. lui a dit quand même non mais arrêtez les gars, Charles il est tous venu nous voir, c'est notre faute. Enfin on va pas mettre ça. Mais il y a une personne qui a fait ça. Ouais. Le mec commençait à me Surtout les hurler chefs, dessus, quoi. tu vois, en mode comment t'as pu attendre si longtemps avant de venir nous voir? Mais c'est pas possible, tu dois le savoir, ça, tu dois machin. Je suis venu. T'arrives à un moment où t'oses même plus dire je suis venu te voir. Bah, bien Et sûr. là, c'est vraiment grave. Ouais. Quand t'en viens à ce point-là où tu as Parce peur que, de tes ouais. supérieurs qui sont là pour t'aider, il y a un vrai problème. Mmh. Heureusement, quelqu'un a pris mon soutien, mais comment tu dors, Mais- toi, la ouais, nuit Bah, après? bien sûr. T'es là, tu Non. te dis putain, et tu C'est revois un les mois enfants, d'insomnie. les petits-enfants qui sont venus au lit, genre, à lui dire au revoir, papy va partir. Parce que quoi? Toi, tu te dis forcément, parce que j'ai Bah pas oui. vu le truc. Bah ouais. Alors après, Alors j'ai que appris plus tard que même si je l'avais vu, un patient de 94 ans qui rompt son aorte, tu ne l'opères pas de toute façon. Tu le soulages. J'aurais pu mieux le soulager, tu vois, qu'il parte plus tranquille. Mais on n'aurait pas pu le sauver, il serait décédé. Mais quand même, le mec, je l'ai vu hurler et je lui ai filé de Doliprane parce que c'est tout ce que je savais faire en 4e année. Là, je lui ai donné un peu plus que ça, mais c'est Ouais. pour te Ouais. schématiser le truc. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là que tu t'es dit c'est fini. Il y a eu un autre épisode avant quand même. Ouais. Quand on était en 2e ou 3e année, Troisième je sais année. plus, on a un collègue qui s'est suicidé. Donc on était 200 dans la promo, c'est pas quelqu'un qu'on connaissait personnellement, mais qui s'est suicidé, qui s'est tiré une balle dans la tête et qui a fait une lettre à sa famille pour lui expliquer que les études de médecine l'avaient totalement détruit. Et là, tu prends 2 secondes pour réfléchir, est-ce que je suis bien où je suis? Enfin, comment on aurait pu éviter ça, évidemment. Et voilà, et ça remet beaucoup de choses en question. Et après l'épisode du coup que toi t'as vécu à Saint-Lô, Qui a évidemment achevé un on est peu. allé voir le doyen de la fac pour lui expliquer ce qui s'était passé. Parce que nous on se dit, bah, attends, ça peut arriver avec d'autres personnes, c'est horrible, c'est pas possible. Déjà ça met en danger les patients et ça met Avant en tout, avant danger tout. les élèves. Hein, Ouais, parce que c'est pas ouais. possible de prendre ses responsabilités, voilà, pas à notre âge, pas dans notre cursus, pas là où on en était quoi. Il en a rien eu à foutre. Il a rien eu à foutre, le stage est toujours ouvert, il s'est rien passé, il y a eu aucune mesure de fait. Parce qu'en plus, ça doit pas être un cas isolé. Enfin, non. j'imagine que ça doit arriver dans d'autres promos. Bien sûr. D'autres problèmes arrivent dans d'autres promos, mais le fait que des jeunes étudiants en médecine prennent en charge des patients qui sont pas du tout censés prendre en charge, parce Ouais. que à partir du moment où tu es interne, donc à partir de la 7e année, et encore, tu commences à prendre en charge des patients, on était en 4e année. En 4e année, tu as c'est pas appris notre énormément place. de choses déjà en médecine, parce que tu as bossé beaucoup, mais en même temps, tu sais rien. T'as Bah, pas tu du sais le tout côté et tu sais pratique, rien du tout, ouais. parce qu'en fait, tant que tu n'as pas appliqué tout ça, mais tu juste t'es pas bon, et c'est normal, tu dois passer par là. Donc tu dois être accompagné, et ils le font pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Tu vois, je suis pas en train non plus de les blâmer, parce que réellement, il y avait énormément Ouais. de patients. Eux, ils en traitaient 15 par heure. C'était des machines de guerre, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand on dit qu'on manque de médecins, et tu sais, nous, on est à l'extérieur, on dit « Ah, il manque de médecins, ouais, il en faudrait plus. » Non, il manque de médecins, et il y a des gens qui meurent parce qu'il manque de médecins, vraiment, tu vois. Parce que c'est des gens comme moi qui finissent ou Ava par les prendre en charge parce qu'il manque de médecins, et on n'est pas prêt à ça. Et du coup, les gens derrière, heureusement, il avait 95 ans, mais ça aurait pu arriver sur une personne de 50 ans. Et là, j'aurais encore moins bien dormi, tu vois. Ouais. Donc, Non, c'est assez horrible. Et puis savoir qu'en fait, c'est un peu le régime de la peur. Quand tu as un problème avec ton chef, tu sais que tu peux pas aller lui parler. Tu sais que tu peux pas non plus aller le dénoncer plus haut parce que lui, sinon, il va te bloquer les portes pour ton internat. Il va parler à ses copains médecins et dire non, lui, vous l'acceptez pas ou vous validez pas son stage. Donc en fait, c'est tout un engrenage. Et on pensait être un peu des cas isolés, genre oh, on n'a pas eu de chance dans les stages où on est tombé. Mais on a fait une vidéo sur notre chaîne YouTube où on parlait vraiment de notre parcours et on a eu tellement de témoignages de personnes qui nous disaient que c'était arrivé pour eux exactement ou pour des collègues ou peu importe. Et en fait, c'est partout. Ouais. C'est partout et c'est ça qui fait peur, quoi. Bah, c'est ça qui fait peur, et c'est vrai que ce qui fait peur, c'est que ça ne bouge pas. C'est-à-dire que Ouais. j'ai pas l'impression qu'il y ait eu grand changement ces 10 dernières années. On parle de peut-être réformer les admissions, parce qu'en plus, j'ai l'impression que t'es pris ou t'es pas pris au petit bonheur la chance, que c'est pas vraiment sur dossier. Ou, enfin, Nous, à notre époque, c'était le concours. Après, Ouais. aujourd'hui, je sais pas comment ça se fait. je sais Ouais. pas, je crois qu'il y a une histoire non, de APB, enfin maintenant Parcoursup, Ouais, où peut-être. tu peux avoir une fac ou non, Ouais. tu peux être pris en médecine ou non, en mode aléatoire. en fait, Comme s'il y avait trop de demandes
pour assez peu de place, alors que ce que vous me dites, c'est que qu'il en non, manque. au bout des 10 ans, par contre, là, il manque des gens, donc faut peut-être en prendre plus à la base. Surtout du que coup. t'en as pas mal qui finalement font comme nous et arrêtent le c'est cursus ça. parce que c'est juste difficile à vivre. Mais je pense qu'il y a un vrai problème de sélection. Nous, on a été sélectionnés sur un concours qui est rempli de QCM où si tu as appris le mieux par cœur par rapport aux Ouais, autres, c'est ça. tu vas passer. Est-ce que ça fait de toi un futur bon médecin ? Mais c'est sûr que non, et ça se voit que non. De toute façon, on est la médecine française, une des meilleures médecines du monde, c'est-à-dire que techniquement, on est les meilleurs, quasiment. Mais l'humain, il est plus important. Même en médecine, l'humain, il est plus important. Un médecin qui a beaucoup de savoir et qui en a marre de recevoir ses patients parce que il n'a pas fait ça pour la bonne raison, il a fait médecine parce qu'il sait qu'il va gagner 5 000 € par mois ou je sais pas combien. Il a fait médecine parce qu'il aura un statut social et qu'il va avoir la classe et qu'on dira ouais, lui il est médecin ou mon fils il est médecin. Qui peuvent être les raisons un petit peu en partie pour lesquelles nous on l'a fait. Mais on a su se dire ok, c'est pas les bonnes raisons pour finir médecin. C'est pas ça qui fait qu'à la fin tu fais un bon médecin. Et c'est important. Et justement, le suicide de notre collègue a été un super moyen et une opportunité pour nous de nous dire ok, est-ce qu'on est là parce que la vie nous a amenés en médecine ou est-ce qu'on est là parce qu'on se dit c'est notre vocation, on a tout pour devenir les meilleurs médecins possibles et on va aider les gens. Bah, on a répondu à cette question assez rapidement et surtout, est-ce qu'on est prêt à faire tous les sacrifices en plus pour accéder à ça ? Là, double non. Donc, ok, faisons autre chose, c'est pas grave si on n'est pas médecin. Ça veut pas dire que t'es égoïste si tu fais pas médecin. Tu vois, t'as un espèce de truc aussi. Quand t'es en médecine et que tu veux arrêter, déjà, t'as piqué des places à des gens au concours. Ça va pas bon. Nous, on se l'est pris un petit peu dans la tronche. Ouais, mais vous arrêtez en 4e année et moi, je l'ai pas eu. Mais si vous n'aviez pas fait la première année de médecine, j'aurais gagné une place, je serais passé. Bah, t'as qu'à plus bosser, je suis désolé. Ouais, non, je suis désolé, tu vois. C'est clair, c'est pas de votre faute. Un métier qu'on n'a plus envie de faire, on le ferait mal de toute façon. Donc je pense qu'ils préfèrent ne pas nous avoir comme médecin que nous avoir parce qu'on a pris la place et pas bien faire notre job, tu vois. Truc de fou. Les gens qui pensent comme ça, t'as envie de leur dire. Et notre ami qui s'est suicidé, t'as envie de lui dire qu'il t'a piqué ta place ? Ou alors t'aurais préféré qu'on finisse comme ça et là, ok, là tu m'as piqué ma place. C'est quoi cette mentalité ? Non, mais ça c'est un commentaire YouTube, non, que vous avez dû avoir, parce que ça m'étonne pas. Hein, je viens de te dire, c'est la base de la haine. YouTube, Twitter, Facebook, tout sauf Instagram pour le coup. En fait, c'est plus bienveillant. Après, c'est toujours se rappeler que pour une personne qui a le seum, vous en avez des 10, 15 ou 20 à peut-être pas finir comme votre collègue, quoi. Parce qu'ils se posent la question, parce qu'on les amène pas à se poser ces questions-là. Est-ce que vous aviez commencé la pâtisserie pendant vos années de médecine ou c'est venu après ? Je sais pas comment ça s'est jugulé tout ça, parce que bon, là c'était la partie un peu badante. Mais il faut en parler. Après, heureusement, ça s'est amélioré. Elle amène à la belle partie, mais... donc. La pâtisserie, on a commencé quand on était en médecine, mais vraiment occasionnellement, quand on n'avait pas le temps de vraiment pousser la passion, on va dire. On faisait un gâteau tous les 2 mois, même pas 3 mois, je sais pas. Mais c'était cool, c'était le moment où en fait on se ressourçait, où on se calmait, où on pensait plus à ça. Parce que la médecine, même quand tu travailles pas sur le papier, tu y penses tout le temps. Tu révises tes cours dans ta tête, c'est vraiment mais comme plein d'autres études, je pense. C'est pas que la médecine. Mais on avait commencé la pâtisserie avant. On commence avant, on se dit tiens, on aime bien, puis on aime de plus en plus. On regardait l'émission Le Meilleur Pâtissier, on se dit tiens, on a envie de pâtisser comme ça. Et puis quand il y a eu vraiment ce truc à Saint-Lô où j'ai un patient qui décède et que je dis je rentrais tous les soirs de mon stage et je pleurais quasiment dans mon lit. Je disais ça va pas, chaton, ça va pas. Il faut que je trouve autre chose parce que là je peux pas durer comme ça. Et derrière, en fait, nous on n'était pas très bons en pâtisserie. On aimait bien ça, mais on n'était pas très bons. Mais on s'est dit surtout il faut qu'on change de voie. Et il faut qu'on trouve une voie qui nous plaise et dans laquelle on peut assez rapidement se créer quelque chose qui fait qu'on peut dire à nos parents ok, je quitte médecine mais je vais me prendre, t'inquiète pas, j'ai un plan, je vais me prendre en charge aussi financièrement. C'était aussi un des deals avec en tout cas mes parents, c'est de dire, ils me disaient toujours tu fais ce que tu veux, je vais pas te dire reste en médecine si t'es pas bien, va là où t'es bien. Mais nous, évidemment, on va pas financièrement te soutenir à vie. C'est intéressant que du coup, tu te lances dans la vie active. Et je comprenais très bien ça. Donc, on s'est dit, ok, il existe une émission de pâtisserie qui pourrait nous faire un énorme tremplin pour derrière lancer un business. Donc, comme on adore la pâtisserie, on va se mettre à beaucoup travailler à la pâtisserie pour essayer d'y participer et puis derrière de lancer un truc. Et c'est comme ça que c'est parti, en fait. Ah ouais, c'est fou. Donc en fait, de pâtissier amateur, vous êtes quand même dit, je pense que c'est vers là qu'on veut aller.
Enfin, c'est dingue, quoi. C'était pas du tout pareil, la vocation. Non, il fallait trouver un tremplin pour sa santé mentale, je pense. C'était vraiment... C'est de la survie. Il y avait pas le choix, en fait. Il fallait trouver quelque chose, et quitte à chercher quelque chose, autant trouver quelque chose d'excitant. Le meilleur pâtissier, il y avait un challenge aussi. Comme tu es dans la compète, ça lui allait bien. Il y avait le côté aussi où on adorait Cyril Lignac. Donc pour nous, c'était vraiment une opportunité de malade de pouvoir le rencontrer. Et ça allait être une expérience de fou. Et après, on s'était fait notre petit plan. Ok, tu passes au meilleur pâtissier. Bon, tu gagnes, ça n'a pas été... T'es arrivé en finale, c'est ça? Ouais. C'est ce qui est déjà génial, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais, et on a eu notre petit plan, après on fait notre chaîne YouTube, et puis au final, tout s'est mis en place, et puis on s'est rendu compte qu'on était hyper bien dans... C'est là qu'on a eu de la chance, en fait. Ouais. Bah, C'est que clair. ça nous a vraiment plu, c'est-à-dire que on s'y lançait un peu comme dans la médecine. Il faut choisir un truc, on y va. Et en fait, on se rend compte que la pâtisserie nous a beaucoup plus plu que la médecine. Et ça, c'est un truc qu'on a retenu dans la vie, en fait, c'est que pour trouver ce que t'aimes, il faut multiplier les expériences. Ouais. C'est difficile, je trouve, à 17 ans, 18 ans, quand t'arrives en terminale, de dire « Ah, moi, c'est sûr, je veux faire ça. » T'as de la chance si t'as déjà eu des expériences de vie qui te prouvent que vraiment c'est là-dedans que t'es bon. Mais déjà, rien ne te dit que ça va réellement durer. Et j'ai envie de dire, c'est pas grave. Et l'avantage de notre génération, c'est qu'on peut faire exactement ce qu'on veut. Avec YouTube, avec les différents réseaux sociaux. On peut faire énormément de choses. Et nous, on sait qu'aujourd'hui, on est dans la pâtisserie. On est toujours passionné par ça. On adore. Mais on se laisse l'opportunité qu'un jour, ce soit plus le cas. Et peu importe, en fait, on sait qu'on sera capable de faire n'importe quoi. Et ça, c'est un truc qui nous a vachement apaisé, de nous dire ok, on aime ça aujourd'hui. Et c'est super, on va à fond. Si un jour, on aime moins... Et c'est ce qu'on pensait déjà à l'époque quand on a arrêté médecine pour la pâtisserie. C'était au pire, on trouvera autre chose. Parce qu'on peut toujours trouver quelque chose, quoi. Tant qu'on n'est pas bien quelque part, il y a forcément mieux ailleurs, je pense. C'est vrai, et je pense qu'en effet, on peut se mettre la pression. Enfin, tu vois, moi, là, direct, je me suis dit, c'est fou, vous êtes lancé dans la pâtisserie un peu comme une bouée de secours, mais vous avez pu vous rendre compte qu'en fait, la pâtisserie, moi, j'ai reçu des chefs pâtissiers sur mon podcast, une discipline, une rigueur. Enfin, voilà, après, bon, vous avez fait médecine, ça reste, tu vois, la rigueur, ça nous a trop aidé. Tu vois. Ça nous a aidé. Mais je pense vraiment, et donc, vous auriez pu vous rendre compte que ça vous plaisait pas. Mais en fait, vous l'avez très bien dit, au pire, ça vous plaisait pas. Ouais, peut-être qu'en faisant le meilleur pâtissier, tu serais rendu compte qu'en fait, t'aimais le journalisme, et du coup, vous auriez pu faire autre chose, quoi. En fait, on a calculé, on s'est dit, on n'a rien à perdre parce qu'on n'a rien. Ouais. En fait, à part être ensemble, on n'a pas contracté d'emprunt pour faire nos études. On a eu la chance d'avoir nos parents. Notre appartement, c'est pas nous qui le payons, donc de toute façon, on n'avait rien à perdre. Tu vois, on n'avait pas d'animaux, on n'a pas d'enfants, on n'a rien. Donc au pire, on retourne à rien. C'est pas grave. Ouais. Donc, mais je crois on a eu de la chance par rapport à ça aussi. Il y a quand même un vrai message à faire passer, c'est que nous, on l'a vu en mode on n'a rien. Mais en vrai, plein de gens. Et je vois ça aussi des gens qui ont leur métier. Aujourd'hui, on reçoit beaucoup de messages de gens qui sont avocats, médecins et qui nous disent help, vous avez fait comment? Parce que moi, je me sens trop mal et je sais pas comment faire la transition. Et en fait, nous, quand on était en médecine, on se disait à nous-mêmes, on n'a rien, donc on n'a rien à perdre. Mais il y a plein de gens qui se disent, j'ai tout, j'ai un salaire, j'ai un statut social et tout. Mais en fait, si t'es pas heureux dans ce que tu fais, t'as rien. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Faut arrêter de mettre de la valeur sur des choses qui n'en ont pas. Un statut social, si t'es malheureux dans ce truc-là, ça sert à rien. Tu gagnes un gros salaire, super, t'es heureux. Non, alors t'as rien. Et tu vois, et à partir de là, tu peux faire des bons choix. Qu'est-ce qui va te rendre heureux? Pas qu'est-ce qui va te rapporter plus d'argent. Qu'est-ce qui fait que tu vas te lever le matin et tu te dis putain, c'est trop bien. Je suis content de passer cette journée. Je sais pas combien je vais gagner, mais je sais que je vais m'éclater toute la journée, je vais faire ce dans quoi je suis bon, ce que j'aime, et je vais au passage certainement aider des gens, parce que dans l'entrepreneuriat notamment, ce dans quoi on s'est lancé, nous, tu te rends compte que tu peux pas réussir si t'aides personne. Il faut vraiment mettre le focus sur les autres et un peu d'arrêter de mettre sur toi. Et je pense que ça, c'est un truc que nous, on a appris, et je pense que tout le monde n'a pas la chance d'avoir vécu ce qu'on a vécu pour apprendre ça. Et c'est un message qu'on essaye de faire un peu passer, parce qu'il y a plein de gens qui sont pas bien dans ce qu'ils font. Il y a trop de gens malheureux, quoi. Dans des études ou dans un job, et qui se disent ouais, mais je gagne mes 2000 € par mois et je peux pas arrêter ça parce que c'est tout. Non, c'est pas tout. Ça me fait penser, moi je médite depuis presque 1 an, et il y a une méditation, c'est relâcher la peur de manquer. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc de, en fait, c'est propre à chaque histoire personnelle, mais pour peu que tu aies manqué de quelque chose quand tu étais enfant, en fait, la peur de manquer est plus forte que tout, même que ton bonheur, en fait. Et ça, je pense que c'est pour les personnes qui nous écoutent, qui sont dans cette situation, c'est vrai que c'est là-dessus qu'il faut travailler, par la méditation, par des thérapies, enfin voilà, il y a plein de manières différentes de le dépasser, mais c'est vrai que sinon, tu te traînes un boulet au pied, et en effet, qui t'empêche d'atteindre l'important, comme vous l'avez dit, d'être épanoui, d'être heureux, quoi. Parce que ça reste le fond important pour tout le monde, je pense. Être heureux. Je sais pas, tu dis à quelqu'un, tu veux être milliardaire ou tu veux être heureux? Ouais. Il y a très peu de monde qui va vraiment te dire, moi, je veux être milliardaire.
Ouais. Non, tu veux être heureux. Bah, agis Ouais. dans ce sens. Mais c'est pas- ouais, faut se demander régulièrement. Quoi. Ouais, il faut Comment trouver. faire, Tu sais, moi, je pense qu'il faut commencer par faire une liste de qu'est-ce qui te rend heureux. Et même s'il y a des trucs cons, genre lire, bah, Mais note-le ouais. quand même, en fait. Mais ouais. Parce qu'il y a plein de métiers où, au final, tu peux faire Bah, la grave, lecture ton clairement. métier. C'est un Et métier. souvent, on se censure comme ça parce que, bah, pareil, pour peu que dans ton éducation, on t'ait dit que le travail, c'était la labeur. Ouais. Je crois que j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais moi, je me souviens d'un mec qui avait fait une story un jour. Bon, c'est quelqu'un qui avait une très petite communauté sur Instagram, donc je pense qu'il n'en vivait pas. Et qui avait une espèce de haine contre les gros créateurs de contenu. Et il disait, ouais, moi, les créateurs qui disent que c'est leur travail, mais lol, vous allez voir ce que c'est le travail, c'est de se réveiller tous les matins, aller ramasser, faire les vendanges de 8h à minuit. Et en fait, je suis là, bah non, en fait. Enfin, ça, c'est du labeur. Ouais. Voilà, c'est du dur labeur. Je t'enlèverai jamais ça. Mais ça veut pas dire que moi, je bosse pas autant que toi. Enfin, j'ai pas le week-end, pas de jour férié. Et même si j'en avais, Et même en si fait. mais en fait, c'est ouais. ça. C'est C'est juste, ça. je fais ce que j'aime, je le fais à fond. Ouais. Et ça vaut pas moins que C'est quelqu'un qui se tue au travail. Parce qu'en fait, il devrait pas se tuer au travail. Tu vois. Bah non. S'il adore faire les vendanges, Enfin, sauf s'il fine, veut, tu en vois. fait. Mais et voilà, il y a une C'est ça. espèce de gens qui ont des hiérarchies. Tu vois, dans le travail, et si sa vision du travail c'est ça, bah mec, en effet, t'associeras peut-être jamais travail et plaisir. Mais moi, ma Mais vision, dans ce c'est cas-là, t'as ça, pas quoi. compris malheureusement grand-chose. Ouais. Je pense qu'il est frustré parce que lui n'a pas su faire autrement et ça Mm. peut se comprendre aussi. Quoi. Ouais. Mais, Après, tu peux pas- mais tu on peux peut pas- travailler 4 heures par semaine et travailler. Enfin, c'est T'as comme lu ça. la semaine de 4 heures. Moi aussi. Bah, mais même sans aller dans la semaine de 4 heures, Ouais. c'est dur de voir qu'on arrive à un moment où on est obligé de dire mais tu sais, moi non plus, j'ai pas de week-end et tout. Alors qu'en vrai, ces gens-là en ont des week-ends. Ouais. Et en fait, réellement, on travaille plus qu'eux, mais il faudrait beaucoup plus mettre en avant la qualité de travail que la quantité, je trouve. C'est clair. Nous, on se rend compte que plus on avance dans notre parcours entrepreneurial, moins on travaille. Mais parce qu'on a appris à beaucoup mieux travailler. Mm. On a appris des principes comme le 80-20, passer 80% de son temps sur 20% De passer donc 80% de son temps sur les 20% qui sont sur les les plus 20% qui efficaces. te donnent 80% de ton résultat. Et en fait, ça change juste la vie. T'as pas besoin de bosser 15 heures par jour. C'est possible si t'adores ça. Et si tu bosses 15 heures par jour sur vraiment ce qui t'apporte le plus, bah, tu vas avoir des résultats incroyables. Mais tu peux créer du super résultat en bossant 4-5 heures par jour. Libre à toi de faire plus. Mais si tu apprends à bien travailler, Mm. tu peux avoir les résultats que tu veux. En fait. Et surtout à trouver ce qui te plaît parce que tu peux travailler 12 heures et pas voir le temps passer parce que c'est ce que t'aimes. quoi. Ouais. Mais ça m'intéresse. Bah, du coup, je pense que pas mal de gens se demandent comment vous avez trouvé ce 80-20. Est-ce que vous avez expérimenté? Est-ce que vous avez testé? Parce que théoriquement, on comprend tous l'idée. Dans la pratique, je pense que ça peut être difficile de vraiment identifier quels sont les 80% de mon temps que je peux le mettre à meilleur usage. Qu'est-ce que vous avez éliminé? Enfin voilà, comment ça Bah, s'est un peu goupillé? C'est dur à trouver hein, et on réfléchit encore tous les jours parce que ça s'adapte en fonction de la situation de toute façon. Mais comment on a fait exactement? On l'a pas trouvé. Je pense qu'on l'a on pas cherche trouvé. encore. Mais on quoi. s'en rapproche C'est- de plus en plus. En Mais à fait, partir on de quand essaie- vous vous êtes dit, ok, là peut-être, je sais pas, quel a été le point de départ? Est-ce que vous vous êtes dit, on travaille trop, il faut qu'on se recentre? Enfin, qu'est-ce qui a fait que maintenant vous pouvez vous permettre de travailler moins et de manière toujours aussi efficace? On a été hyper fatigués à la fin de l'année, début d'année 2021, fin 2020, parce qu'on a sorti une nouvelle formation, parce que nous on sort des formations de pâtisserie et tout. Et on était hyper fatigués parce que quand on se lance dans quelque chose, on y va à fond et on a été vraiment épuisés. Et je pense qu'on a réfléchi, on était vraiment à la traîne, on se rendait compte qu'on était plus efficace et on s'est posé la question, parce qu'on en fait pas mal de développement personnel, je sais pas si tu connais David Laroche, Ouais. Max Piccinini, tout ça, on regarde pas mal de vidéos d'eux. Et il parlait vachement de la zone de génie en fait. Où est-ce que tu te sens bien et où est-ce que tu es efficace? Et quand tu trouves, par exemple Charles, ça va être vachement la créativité, créer des nouveaux projets, faire des plans comme ça, c'est vraiment son truc, Bienvenue au tu club. vois. Ça c'est son truc et il est bon là-dedans. Et si il se concentre là-dessus et qu'il élimine le reste où il est pas vraiment très bon, genre un peu tout ce qui est organisation, c'est pas trop son truc, On il veut vaut pas mieux me le dénoncer, déléguer mais à je- moi. Non mais tu vois, c'est pas grave. Clairement. Ouais. Et en fait, si tu te concentres sur ta zone où tu es bien, où tu te sens bien et où tu es efficace, bah, petit à petit, tu te rends compte que tu as besoin de moins de travailler parce que tu le fais hyper bien en fait. Et le reste, bah, soit tu as la chance de pouvoir le déléguer ou d'être à deux et du coup, l'autre, bah, on a la chance, nous, d'être assez compatibles, complémentaires. Voilà, j'aime pas ce qu'il fait et il aime pas forcément ce que je fais J'aime et pas ça ce qu'il tombe fait. bien, tu vois. Non, mais tu vois, Après, J'aime pas trop son je travail. supporte, hein, mais, non, J'aime pas dans ce ce bonhomme, sens. mais bon, il me Vous complète. m'avez très bien compris. mais tu vois, quand on trouve un peu là où on se sent bien et où on est assez doué, bah, ça vient un peu tout seul, je pense. Mais ouais. on cherche encore tous les jours hein, pour s'améliorer de toute façon. On n'est pas encore au top de ce qu'on peut faire, mais en tout cas, ça nous rend heureux et je pense que c'est le plus important. Mais je pense qu'encore une fois, ça passe par plein d'expériences. Tu vois, quand je dis qu'aujourd'hui, on l'a pas encore trouvé,
en début d'année, on a essayé de sortir dans notre entreprise des nouveaux types de produits. Et en fait, on s'est rendu compte que ça nous demandait énormément d'énergie et qu'en termes de satisfaction pour nous, ça nous en a rapporté pas tant que ça. Et en termes de résultats aussi, parce que quand on est une entreprise, il faut quand même que chaque action rapporte un minimum de résultats financiers. C'était pas non plus si génial que ça. Donc, tu te dis, ok, ça fera pas partie de mon 80-20 parce que tu l'as expérimenté. Mais quand on a eu l'idée de base de faire ce nouveau produit, on s'est dit, c'est génial. Et puis une fois que tu l'as fait, tu dis, non, en fait, c'est pas si génial. Donc, c'est ok, t'arrêtes. Il faut être capable d'arrêter et de se dire, ah ok, là, je vais plus dans la bonne direction. Et c'est en fait, je crois que c'est Max Piccinini justement qui disait qu'en fait, dans ta vie, tu dois être un petit peu comme le capitaine d'un bateau, d'un voilier, et qu'en fait, le vent va forcément de temps en temps te faire dériver. Le très bon capitaine, c'est pas celui qui dérive jamais, c'est celui qui est capable le plus rapidement de se rendre compte qu'il est en train de dériver et de remettre le cap sur son réel objectif. Donc, c'est ok que ton objectif change. Moi, j'ai toujours cru que si j'avais un objectif à 10 ans et que 6 mois après, c'était plus le même, c'est que j'étais nul, c'est que j'avais mal fixé mon objectif à 10 ans. Non, c'est bien d'avoir des objectifs. De temps en temps, tu vas t'en écarter. Plus vite tu te rends compte que tu es en train de t'en écarter et tu mets des actions pour repartir, plus vite tu vas réussir en fait, et plus souvent tu vas te sentir dans cet état où tu es dans le bien-être en fait. Ça, c'est hyper important, je trouve. Puis je pense qu'il ne faut pas hésiter à changer ce qu'on fait en fait. Enfin, tu vois, c'est facile de rester dans sa zone de confort et tu te dis voilà, ça roule comme ça. Mais si tu tentes pas des nouvelles expériences, tu peux pas voir si tu es meilleur ou moins bon, si ça te plaît plus ou moins, tu vois. Totalement. Mais c'est pas facile, sortir de sa zone de confort. Parce que c'est confortable. C'est tellement ça. Et ça n'a pas été difficile pour vous de passer de médecine à entrepreneuriat, parce que du coup, pas du tout la même. C'est pas la même façon de voir les choses, de procéder. Enfin, vous aviez personne dans votre entourage forcément pour vous montrer la voie. Et puis même peut-être avant ça, même revenir un peu sur l'expérience du meilleur pâtissier, parce que je pense qu'il y a peut-être pas mal de gens qui se posent la question. Comment, enfin, je me demande même, il y a peut-être des gens qui vont se dire, est-ce que c'est facile de le faire ? Est-ce que tu as eu des petites désillusions ou pas ? Parce que bon, moi j'ai fait un peu de télé, et je me rends compte quand même que c'est pas comme ce qu'on imagine. Voilà, peut-être revenir un peu sur l'expérience et après passer sur le côté entrepreneuriat. C'était une superbe expérience. En fait, nous, notre stratégie avec Ava, au moment où on s'est sentis tous les deux plus bien en médecine, c'est de dire, moi j'avais très envie de participer à cette émission, elle beaucoup moins. Donc elle me dit, ok, moi je reste un peu en médecine, et comme ça je te laisse du temps pour toi t'entraîner beaucoup. Moi je déguste tes gâteaux et je les goûte pour vérifier que c'est j'ai bon. pris 5 kilos, oui, elle a pris 5 kilos en 15 jours, mais elle m'a beaucoup aidé. Et donc derrière, je me suis donc inscrit au casting. Donc pour ceux que ça intéresse, combien on était au départ du casting ? 6000 ? Ouais, je crois. Tu postes simplement des photos de toi, des photos de tes gâteaux, et tu candidates parmi 6000 personnes, et puis tu as 4 ou 5 étapes sur le casting où petit à petit, on va inclure des interviews face caméra pour voir comment tu réagis, si tu es capable d'être à l'aise. On va commencer à faire goûter tes gâteaux à des gens comme Benoît Couvrant, qui est le bras droit de Cyril Lignac, des gens qui sont vraiment haut placés dans le milieu de la pâtisserie. Et petit à petit, on arrive à 12 personnes, qui est le casting final. Donc, est-ce que c'est facile de participer au meilleur pâtissier ? Ce serait hyper prétentieux de dire que c'est facile, puisque 6000 jusqu'à 12, c'est plus dur que médecine en théorie. Mais ce que j'ai envie de faire passer comme message à ceux qui aiment la pâtisserie en tout cas, c'est qu'il ne suffit pas d'être le meilleur pâtissier de ces 6000 pour passer. Il faut juste avoir un peu de tchatch, paraître sympathique pour le futur public, et à la limite, si tu pâtisses pas très bien, c'est pas hyper grave, les gens vont un peu rigoler en regardant la télé, et ils vont passer du bon temps. Donc à ce niveau-là, le casting n'est pas si compliqué que ça, puisque c'est plus facile, je trouve, d'être humainement bon que d'être super bon en pâtisserie, que d'être dans les 12 meilleurs sur 6000. Après, l'expérience télé en tant que telle, il y a des désillusions. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur les désillusions, mais il y en a forcément. C'est une émission en plus qui est ultra good mood, où tu as l'impression que tout est rose sous cette tente du meilleur pâtissier. Tu as des bonbons, tu as des chamallows de partout. Cyril Lignac et Mercotte, ils te caressent. Et voilà, et c'est génial. Évidemment, c'est pas que ça. C'est tu tournes de 7h jusqu'à parfois 2h, 3h du matin sur les premières journées de tournage. Donc, tu es juste mort. Ah ouais. T'es stressé ? Il fait 12 degrés quand tu commences à tourner en début avril et t'as pas le droit de mettre un pull parce que c'est pas raccord avec le premier plan. Donc, jusqu'à 2h du matin, t'es en t-shirt et t'es là, genre, je peux prendre un pull ? Non, parce qu'on te voit sur un plan. Ok, mais je me les caille. Non, bon, voilà, il y a des côtés comme ça. Télé, ils sont un peu... une dégustation où il va déguster les 12 gâteaux, ça prend 3 minutes à la télé, ça prend 4 heures en réalité. Donc t'es vraiment 4 heures comme ça, t'as des gens qui dorment sur un plan de travail. Donc il y a vraiment une dimension totalement que j'imaginais pas. Évidemment aussi avec les relations avec Cyril et Mercotte. Mais ça reste... C'est juste une expérience de fou.
Il faut quand même avoir conscience que nous, on savait pourquoi on utilisait le tremplin de la télé. Il faut pas être très étonné que la télé t'utilise. Tu vois, il y a un peu cette désillusion quand tu fais de la télé où tu te dis oh, mais ils sont carrément en train de m'utiliser en fait pour se faire de l'argent. Et toi, tu es en train de faire quoi? Nous, on les a utilisés pour lancer un business. C'est gagnant-gagnant. Donc, y a pas, en fait, ça m'a pas trop posé de problème. Il y a des désillusions parce que c'est pas comme tu l'imagines, mais en fait, c'est la vie. La vie est rarement comme tu l'imagines. C'est la vie. Et même en réalité, je trouve que c'était une relation, malgré tout, gagnant-gagnant. Il n'y avait pas on va vous écraser. C'était pas du tout ça. Ça restait quand même très bienveillant. Et nous, on savait que derrière, on allait pouvoir lancer un business que, sauf si j'étais parti en première émission, ta notoriété, elle est très petite, mais si j'y restais longtemps, ça allait vraiment me créer quelque chose, une espèce d'autorité dans le milieu de la pâtisserie, même si à l'époque, je pâtissais pas hyper bien, qui allait être super intéressante pour nous à utiliser. C'est même pas une autorité, mais c'est... Tu vois, t'as le petit logo, le meilleur pâtissier, comme ceux qui vont faire Sciences Po. Voilà, t'as Sciences Po, t'as ça, tu vois. C'était ça. Peu importe si t'es passé avec 10 partout, t'as fait Sciences Po. Non, mais c'est clair et net. C'est hyper important dans la tête des gens. Je dis pas que c'est réellement important. Je dis pas que quand tu passes au meilleur pâtissier, ça veut dire que forcément t'es un bon pâtissier. Non, mais il y en a des bien meilleurs. Hein. Non, ça veut rien dire. Mais par contre, dans la tête des gens, ça va fonctionner si derrière t'as envie de lancer un business. Donc le tremplin de la télé, moi c'est une expérience que je conseille à tout le monde. Tout n'est pas rose, c'est ultra stressant. Quand t'as un producteur qui arrive dans la tente du meilleur pâtissier le matin à 7h et qui te dit « Allez les gars, souriez, n'oubliez pas qu'il y a 3 millions de personnes qui vous regardent. » Tu as envie de le regarder en mode « Tu veux que je souris parce qu'ils sont 3 millions ou tu veux que je me sente bien ?» Ouais. Non. Encore une fois, alignement avec l'humain. Mais non, il veut que tu souris parce que si tu souris, tu passeras bien ouais. et il fera plus d'audience. Et est-ce qu'on peut le comprendre si on réfléchit? Ouais, je peux le comprendre qu'il ait envie que je souris. Il y a peut-être d'autres manières de dire les choses, mais c'est ok, tu vois. Mais bon, c'est pas le monde des bisounours à la télé, ça c'est clair et net. Mais tu t'es quand même bien amusé. Je me suis éclaté. T'en as eu besoin aussi, quoi. J'en ai eu besoin. Je sais pas si je referais ce genre de concours parce que franchement, mon cortisol est monté d'un coup en termes de stress. C'était vraiment compliqué. J'avais Ava après chaque épreuve. Viens me chercher. Ah ouais. J'en peux plus, c'est dur. Elle me disait tiens, parce que c'était important. C'était une vraie expérience à vivre jusqu'au bout. Mais c'est pas des expériences faciles, mais tu sors plus grand de ce genre de truc. Et ça t'apprend des choses sur toi, ça t'apprend des choses sur la vie. Ça te forge, quoi. Ça dure combien de temps tout le tournage? Enfin, si toi là t'es resté jusqu'en finale. 7 semaines. Ah ouais, quand même. Je me souviens que j'étais toute seule à la maison, en médecine toute seule. Parce que du coup, tu dors là-bas tous les jours. C'est vraiment la colonie, quoi. Ouais, carrément. Tu dors. Après, avec le Covid, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas comment c'était cette année, mais tu dors à 15 minutes du lieu de tournage. Et surtout, t'as pas le droit d'accueillir du monde extérieur. Donc, si, mais pas pour dormir. Pas pour dormir. Donc le week-end, on tournait pas. Donc le samedi, elle pouvait passer la journée avec moi quand même. Donc sur les 7 semaines, on s'est vu quand même 3-4 fois. Ouais, mais j'avais de la chance d'habiter à Caen, parce que maintenant qu'on est à Toulon, enfin ceux qui vivent hyper loin, tu vois pas ta famille pendant 7 semaines. Sa femme ne venait pas faire l'aller-retour tous les samedis de Marseille, forcément. Donc j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus dur pour celui qui reste que pour celui qui est en train de vivre une aventure quand même assez folle. T'es tellement en dehors de tes repères que finalement, le temps passe plus vite, j'imagine, que Ava qui est restée quand même, et moi je souligne ça toujours, elle me laisse aller faire le truc que j'aime parce qu'elle sait que c'est bien pour moi. Elle reste dans un truc qu'elle aime pas parce qu'elle sait que ça me permet de vivre cette expérience-là. Donc j'ai une chance quand même qui est assez incroyable. Et en plus, elle nous garde cette sécurité en mode, si ton truc, ça marche pas du tout, on garde un petit backup en médecine quand même. Non, mais... Oui, parce que toi, du coup, à ce moment-là, t'avais quit, quoi. Moi, j'ai dit à Ava, enfin, si ça marche pas cette émission, je ne reviens pas. Ouais. Je vais mal finir, tu vois, si je reste là-dedans. Elle se sentait mal, mais... Moins mal, non, moi, c'est terrible. Ouais. Ava est plus... capable, ça se passe, capable de rester avec des trucs avec lesquels elle n'est pas foncièrement ok. Après, c'est pas moi qu'on a traité de sous-merde non plus. Non. Oui, vous n'avez pas eu les mêmes expériences et vous n'avez pas la même perception des choses. Mais... Après, le médecin en question te dirait peut-être que toi, t'étais pas une sous-merde, c'est pour ça. Ouais, voilà. Mais... non, on n'a pas vécu les mêmes expériences, mais en tout cas, je suis reconnaissant quand même d'avoir eu cette opportunité, qu'elle me l'ait laissée et que voilà. Après, peut-être qu'en médecine... excuse-moi. Non, vas-y. J'allais dire, peut-être qu'en médecine, c'est différencié entre une femme et un homme. Enfin, je sais pas, moi, j'étais moins agressée quand même par les chefs que Charles, et je pense qu'il y a aussi le côté pour une fois non mais pour une fois, mais c'est pas faux en même mais temps. Par contre t'as le côté tu vas pas non plus être un super médecin, tu vois, moi je l'ai ressenti ça. Oui, on fait quand même la différence un peu, tu vas faire peut-être plus de papier mais c'est surtout chez les mais patients. Du coup j'étais moins agressée en contrepartie, tu vois. C'est pas ouf non plus mais quand les patients lui demandent quand le médecin arrive, c'est moi le médecin. Mais non, mais c'est moi. Mais non, vous êtes l'infirmière. Vous êtes l'infirmière. Bah non.
Même si c'est un super métier, hein, mais moi, Ouais. c'est médecin, tu vois. Ouais. Mais bon, Cliché. c'est un autre débat. Quoi. Ouais, Cliché. c'est un autre débat, c'est vrai. Ouais. Malheureusement, on le Mais retrouve ça dans tous les existe, Mais métiers. c'est un gros Ouais, c'est débat. ça. C'est un gros débat. Là, tu n'en finis pas. Et du coup, donc tu termines en avril, mai, en fin mai, quoi, ou début Ouais, juin. début juin. Début 10 juin. 9 juin. 9 Et juin. là, qu'est-ce que vous vous dites Charles est arrivé en finale, ça va, t'as pas trop mal vécu la finale Je crois que t'étais content que ce soit fini aussi. Je préfère qu'on tu n'en vois. parle pas. Non, Mais sinon, je me très bien dis, vécu. Tu vois, de l'extérieur, moi je me dis c'est ouf, il est allé en finale, mais j'imagine que toi, quand tu le vis, t'as le seum un peu de pas avoir gagné, quoi. En vrai, je pensais le vivre comme ça et je l'ai vraiment vécu en mode c'est ouf, je suis allé en finale. Trop cool. Ce que je cherchais aussi, et on a été clair avec Ava, c'est il faut que tu restes le plus longtemps possible pour qu'on te voie, pour que tu restes dans l'esprit des gens, pour que derrière nous, on a toujours eu cette ambition. Le jour quasiment où on a arrêté médecine, j'ai dit à Ava, ok, j'ai quelques idées de ce qu'on peut faire, il faut que je participe, bon ça c'est la première étape, mais derrière, il faut qu'on laisse une chaîne YouTube, et je pense que ce serait trop cool de créer de la formation en ligne de pâtisserie, parce qu'en fait, en essayant de se former pour le meilleur pâtissier, on s'est rendu compte qu'il existait assez peu de support pour vraiment apprendre à comprendre la pâtisserie et vraiment à la maîtriser. Tu as des chaînes YouTube de recettes de pâtisserie, mais vraiment, pourquoi le beurre chimiquement il se passe ça quand tu fais ça ? Ça, il n'y avait pas du tout. C'est notre côté un peu scientifique, tu vois, de la médecine. On avait besoin de comprendre en fait pourquoi tu mélanges des œufs, de la farine, ça va faire ça en fait. Et ça, on savait pas où trouver en fait les. Ça n'existait pas ? Ouais. À part à l'école, vraiment de pâtisserie, si tu veux passer ton CAP. C'était pas notre délire de retourner en études. encore. Là. Ouais, vous aviez donné. Et du coup, on s'est dit, ce serait trop bien parce que ça n'existe pas qu'on crée à terme des formations en ligne de pâtisserie qu'on vendra à travers notre chaîne YouTube, notre compte Instagram qu'on va créer, etc. Donc, C'est fou, donc t'avais déjà toutes ces idées avant Ouais. de même faire le premier épisode de l'émission, quoi. ouais, en fait, parce qu'il y a eu quand même un petit temps, j'ai arrêté médecine en janvier, mi-janvier, je crois. Ouais. Et le casting a commencé début février et s'est étalé jusqu'en fin mars, je crois, avec un tournage début avril. Et donc, j'ai eu quelques semaines où en fait, je faisais plus rien, à part m'entraîner en pâtisserie, mais je m'entraînais pas non plus 15 heures par jour. Donc, j'avais beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui le thinking time, qui est important de prendre à toute étape de ta vie, de te poser avec toi-même et dire, ok, Ouais. c'est bien que j'ai une passion et tout, mais c'est quoi mon plan ? C'est quoi ma stratégie pour que ça aboutisse à quelque chose ? Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir à tout ce qu'on pouvait faire derrière. Et ces semaines de préparation font notre réussite jusqu'à aujourd'hui, en fait. Ouais. C'est ces mois-là les plus importants. Mm. Quand tu es en train d'établir ta stratégie, de réfléchir à qu'est-ce qui est en accord avec toi, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire. Et après, tu y vas. Après, il faut mettre les actions en place, c'est Ouais. autre chose. Mais évidemment, on savait très bien que s'il passait au meilleur pâtissier, il y aurait une meilleure notoriété. Et pour lancer des projets, même la chaîne YouTube, c'est beaucoup plus facile de partir avec un petit bagage de personnes qui te reconnaissent Ouais. plutôt que tu pars de rien, quoi. Ouais. Même si c'est faisable et chapeau à tous ceux qui le font, tu vois. Mais nous, on s'était dit, bon, ça peut être cool. Ouais. Une bonne expérience et en même temps, ça nous aidera dans notre Ouais. potentiel métier, tu vois. Et elle a été diffusée quand l'émission ? Parce que tu termines début juin. Ah oui, et en elle est plus, diffusée, c'est longtemps après, je crois. Elle a commencé en septembre. Ouais. 10 Ok, septembre, donc ça va. 12 septembre, quelque Ouais. chose comme ça. Et du coup, nous, on a eu le temps entre 10 juin et 10 septembre de se dire, ok, là, il faut qu'on crée du contenu YouTube Ouais. pour quand même apparaître sur le paysage pour que le jour où les gens regardent la première émission, ils se disent, ok, qu'est-ce qu'il fait ce Charles du meilleur Ouais. pâtissier ? Quand ils vont taper Charles le meilleur pâtissier, ils tombent sur une chaîne YouTube qui est déjà un peu fournie. Ouais. Charles et Ava, pour le coup, ils s'attendaient pas Donc, à avoir quelqu'un à non, côté, mais ça a été notre gros challenge à ce moment-là. Ouais. Et Ah Ava a rencontré des problématiques de syndrome de l'imposteur, de qu'est-ce que je fais là, parce que c'est tout toi, les gens ils te veulent toi. Et en fait, on Ouais. s'est rendu compte que non, les gens étaient prêts à accepter n'importe qui, ils s'en foutaient. Donc elle a dépassé pas mal de challenges perso à ce niveau-là qui était Ouais, hyper c'était intéressant pas pour elle. facile, mais surtout les petites en fait, les petites jeunes qui étaient un peu tombées amoureuses de Charles et tout. Et je recevais des commentaires sur YouTube. Je vais pas le dire parce que c'est mal poli, mais genre je me faisais insulter gratos quoi, juste Ouais. parce que j'étais avec Charles du meilleur pâtissier, tu vois. Ouais. Ava, Mais t'es bon. une. Ah bon Ah bon, je savais Eh pas. Tu m'apprends quelque chose. Gratuitement. Ouais. Et Mais comment ça t'as allait. dépassé cette phase justement ? C'est vrai que j'imagine, enfin, tu te dis, mais attends, moi je suis personne entre guillemets, Ouais, c'est alors ça. que en fait depuis le début Mm. tu réfléchissais la strat avec Charles, tu vois. Bah, ce qui a été cool, c'est que Charles m'a intégré dès le début, quoi. On a tout de suite tout fait à deux, et je pense que les gens, en fait, on leur a pas laissé le choix. Et Ouais. petit à petit, bah, ça s'est instauré. Après, il y avait beaucoup plus de personnes bienveillantes que les autres, tu vois. Mais non, ça s'est fait petit à petit. On a commencé les ateliers à deux, les démonstrations aussi de pâtisserie, quand on pouvait encore faire des choses en physique Ouais, ouais. en France. Mais Parce que vous vous êtes dit, donc le 10 septembre, on lance la chaîne YouTube, le compte Instagram, tout ça s'est fait en même temps. non, on a C'est lancé lancé le en compte août. Insta bien avant, je crois.
début juillet, un truc comme Ouais. ça. Notre première vidéo YouTube, c'était le 29 août. Donc, D'accord. Et là, vous aviez le droit de dire que c'était Charles du meilleur pâtissier ? Non, Non. c'était Charles et Ava. Non, non. c'était Charles et Ava. Ouais. Et quand... non, peut-être que le casting était déjà sorti, je sais plus, mais ça s'est fait à quelques jours près, quoi. D'accord. Et voilà, et après on a avancé là-dedans, et on a sorti... Et du coup, on a fait YouTube, pendant peut-être 6 mois, avant de se dire, bon, ça a l'air de plutôt pas mal prendre, même si c'était pas Mais t'étais encore en des médecine. centaines de milliers. Mais j'étais encore en médecine, en fait. D'accord. Moi, j'ai parlé avec ma scola, qui a été vraiment adorable, là, franchement. Si quelqu'un de la scola de Caen nous regarde, merci beaucoup, parce qu'ils m'ont autorisé à rester en médecine, en fait, mais de ne juste pas aller en stage pour avoir du temps. Donc, je devais aller passer mes examens, je devais juste aller passer mes examens et participer aux cours si j'en avais envie. Mais j'avais aucune obligation d'être présente au stage, alors qu'en médecine, normalement, t'es obligée. Ils ont été hyper cool avec moi, donc j'avais quand même ce truc de backup en mode si jamais ça me plaît pas déjà, parce que moi si je sais pas, je garde toujours une sécurité quand même. Comme j'allais moins mal que Charles, j'avais moins peur de rester en médecine. Je suis sûre que j'aurais pu kiffer, j'aurais pu trouver ma voie là-dedans, mais je suis encore plus heureuse aujourd'hui, ça j'en suis sûre. Mais du coup j'avais quand même cette sécurité de me dire je reste encore en médecine, et à la fin de l'année, donc 1 an après le meilleur pâtissier, en fait, je décide vraiment si je quitte ou pas. Ouais. Donc voilà, et on a travaillé comme ça sur la chaîne YouTube pendant 6 mois, et après on a commencé à réfléchir à notre formation, qu'on a lancée l'été d'après, et ça a été cool, quoi. Ouais. Super Donc, cool. tout s'est goupillé plutôt bien. Ouais. Je trouve ça vraiment cool qu'on voit la force des deux, on voit la force de la réflexion d'avant, de dérouler le plan. Peut-être si vous pouvez nous parler des difficultés que vous avez rencontrées quand même, du coup, de découvrir un nouveau secteur, mais totalement. Je veux dire, il y a vraiment zéro lien avec la médecine, si ce n'est l'émulsion de la mayonnaise. Tu vois. Mais comment vous avez abordé ça ? Comment vous avez réussi à vous former vous-même ? Et voilà, quelles ont été un peu ces étapes d'apprentissage ? Je pense que le développement personnel, tout ce qui est bouquin, comme tu as dit, la semaine de 4 heures, mais il y en a tellement d'autres qui font énormément de bien, en fait. Parce que c'est un podcast où on prend tous les outils qu'on peut. Moi, j'ai adoré le livre Comment se faire des amis. Alors, je crois que je c'est l'adore. How to win friends. Mais je suis tellement d'accord. Génial. How to win friends and influence people. Ouais, mais c'est le titre en anglais, je trouve. Oui. Mais comment se faire des amis ? En même temps, c'est pas ce qui t'apprend à faire. Non, c'est un livre sur la psychologie humaine, c'est tout. Comment attirer la sympathie finalement, comment plaire aux gens, mais dans le sens bienveillant du terme, pas pour les manipuler, parce que tu sais, and influence people, t'as un peu l'idée de te dire, c'est comme il y a un livre que j'adore qui s'appelle Influence et manipulation, tu lis le titre, tu te dis c'est pas terrible, mais en fait génial. En fait, c'est juste génial, c'est comment mettre ton focus sur les gens, leur poser plus de questions. Nous, c'est un livre qui a vraiment été transformateur. Et il date d'il y a un siècle. Et il est incroyable. Donc ça, c'est vraiment un gros conseil. Après, moi, il y a le livre qui a vraiment changé ma vie, qui m'a permis d'arrêter médecine. C'est un livre, encore une fois, qui porte pas très bien son nom. C'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Oui. Et qui t'apprend à devenir riche, mais pas du tout juste financièrement. Et c'est pour ça que le titre est un peu bâtard, racoleur, j'ai envie de dire. Racoleur, parce que c'est vraiment sur le côté détermination. Dès le début du livre, et je laisserai tes auditeurs découvrir ça tout seul, il te dit qu'il va te donner le secret pour être riche, mais il va jamais te dire ce que c'est. Il te dit juste 100 de fois le secret va être cité dans le livre, mais je vous dirai jamais où c'est. Et en fait, c'est à toi de le trouver pendant le livre. C'est génial. Et je pense que c'est génial. Ça, c'est mon interprétation. Mais non, mais déjà, en termes de... ça devrait être un YouTuber, ce mec-là. Napoléon Hill, il est tombé à la mauvaise époque. Tu sais, il a vendu beaucoup de bouquins, donc c'est pas grave pour lui. Et en fait, ça te force à te focus sur le livre du début à la fin pour te dire, je veux pas le louper forcément. Je veux savoir ce que c'est. Et je suis persuadé qu'il n'existe pas, ce secret. Que c'est juste, toi, à la fin, tu vas être obligé de te faire ta propre interprétation de c'est quoi ton secret pour ta réussite. Et juste, ce livre est trop bien pour ça, parce qu'il te change ton mindset d'un coup. Ça, c'était, tu peux pas le finir et te dire, je crois que j'ai pas compris ce que c'était le secret. T'es obligé, ton cerveau, il se met en marche en mode, il faut que je trouve. Et tu vas finir par te dire, ouais, je pense que c'est clairement ça. Et je suis sûr qu'on est 15 à lire ce livre, on est 15 à donner des avis différents sur c'est quoi ce secret. Et c'est super, parce qu'on a 15 trouvé notre secret pour nous sentir bien et réussir là-dedans. Donc ça, c'est un livre vraiment que je conseille. Je sais pas si tu l'as lu. Non, je l'ai pas lu. Je suis ravie d'avoir une nouvelle recommandation, parce que je trouve justement que moi aussi, j'ai eu une telle claque après How to Win Friends and Influence People, j'ai lu en anglais, que je me suis dit, mais où sont tous ces livres pépites ? J'en ai un deuxième que je vous conseille si vous ne le connaissez pas, c'est Mindset de Carol Dweck. Non, mais il est sur notre liste Amazon. C'est Changer d'état d'esprit, qui est vraiment incroyable aussi. Après, j'ai l'impression que vous, dans tous les cas, vous n'avez pas la fixed mindset, mais moi, je sais que d'éducation m'avait un peu transmis la fixed mindset, donc ça m'a fait vachement de bien de le lire.
Et c'est vrai que c'est vraiment les 2 livres, pareil, transformateurs, quoi. Ouais, Donc, j'en ai un 3e grâce à Charles, génial. Bah, Si écoute, vous en nous avez aussi, d'autres on a à partager. Écoute, on t'enverra un petit message si on trouve d'autres idées. Mais... Je suis sûr que la semaine de 4 heures qui est quand même... Oui. Mais j'ai envie de dire que c'est pas celui qui m'a le plus transformé quand même. Il y a un côté un peu particulier dans la semaine de 4 heures du style... ouais, mais c'est très facile de payer une petite entreprise au fin fond de l'Inde pour 3 euros pour machin. Ouais. Et toi, t'es là non, pas trop. Ok, ça me permet d'avoir peut-être des semaines de 4 heures. Je veux pas dire le contraire, mais est-ce que j'ai envie de semaines de 4 heures comme ça? Ouais. Non. Non, c'est pour un type de... En fait, moi, j'ai bien aimé la semaine de 4 heures dans le sens où, en fait, il fait quand même réaliser que ça sert à rien de te buter au travail. Et que y a des moyens, en effet, en fait, de te poser les bonnes questions de qu'est-ce qui me rend heureux. Lui, c'est de faire de la salsa, de machin, de trucs. Alors oui, tu peux totalement déléguer pour que ton entreprise marche toute seule. Et cette idée de sécurité financière que tu peux avoir avec une muse, un peu, comme il dit, c'est intéressant. C'est hyper intéressant. C'est vrai que, même moi, j'ai de nature, j'aimerais pas travailler 4 heures par semaine. Non, j'ai besoin de plus. Ouais. Mais c'est cool de savoir que c'est possible et qu'il l'a fait. C'est ça. Mais c'est en ça qu'il est un peu... moi, il me dérange un peu ce livre, et pourtant, je l'ai adoré, mais... C'est pas un livre qui, je dirais, m'a transformé parce que il collait pas à ma vision de ce que c'est que la réussite. La réussite, c'est pas tu crées un business dans lequel tu as envie de passer que 4 heures. Ouais, c'est ça. C'est vraiment créer un business dans lequel tu as envie de passer le maximum de temps parce que c'est le truc dans lequel tu as ta place, en fait. Et ça, pour moi, je suis pas sûr que... Et de toute façon, j'ai entendu des interviews de gens qui parlaient de lui. Il passait pas 4 heures dans son business. Ce mec-là bossait 15 heures par jour dans son business. Peut-être qu'il avait mis des systèmes d'automatisation en place qui faisaient qu'il pouvait passer 4 heures, mais il n'y passait pas 4 heures. Et je pense que le message est important de dire aux gens aussi, si vous créez un business dès le départ en vous disant « mon but c'est de bosser plus que 4 heures dans ma vie », vous n'allez pas vous mettre dans le bon état d'esprit pour trouver réellement les idées qui font que vous allez vous épanouir dans le business, que ça va réussir. Parce que pour moi, épanouissement et réussite d'un business, c'est étroitement lié. Ouais. Tu peux pas te dire « ok, je fais un business parce qu'il va faire plein d'argent ». Et derrière, j'ai envie de dire peut-être il fera plein d'argent. Et encore, il en fera moins que si tu es super épanoui, mais dans tous les cas, tu ne seras pas épanoui au final. C'est impossible. C'est impossible. L'humain te rattrape au bout d'un moment, c'est obligatoire. Donc voilà, les livres vous ont beaucoup aidé à vous former. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui vous ont aidé à savoir comment en fait lancer un business? Parce que c'est vrai que ça... Bon, il y a beaucoup d'intuition et de pratique. Hein. Ouais. Mais après, je pense qu'on s'est pas arrêté quand il y avait des challenges et ça, la détermination, c'est un truc qui est hyper important. On a eu des difficultés quand on sort de médecine, du coup, tu te dis, déjà, il n'y a plus la sécurité financière. Ça fait peur. Au début, tu te dis, ouais, ok, je vais pas gagner. Bon. En même temps, en étant étudiant en médecine, on gagnait 100 € par mois, donc ça allait aller, tu vois. Mais on les avait par rapport à ça, été habitués à un on les avait plus les 100 € par mois. Mais t'as quand même ce truc de je sais pas ce qui va arriver le mois prochain. Et ça, c'est vrai qu'il fallait qu'on passe un peu au-delà de ça. Et comment on a réussi à passer au-delà? Ouais, franchement, c'est juste la détermination, je pense. Et après, on a la chance d'être à 2 aussi et de s'entendre hyper bien. Donc, quand il y en a un qui va pas, on essaie de le raisonner aussi, de se calmer. Mais je pense qu'il y a l'humilité qui est hyper importante. J'ai des souvenirs au départ, on n'avait pas encore de formation en ligne. Et comment on a gagné notre vie au départ suite au meilleur pâtissier? Parce que c'est évidemment pas YouTube. Tu dois le savoir qui, quand on a nos 10 000 premiers abonnés, te rapporte quoi que ce soit. Nous, c'était de faire des ateliers de pâtisserie en physique, de base. Parce qu'on s'est dit, ok, il y a un phénomène du meilleur pâtissier, les gens vont venir. Et on arrivait à gagner... je dirais un SMIC à 2 au départ comme ça, et de temps en temps il y avait un peu d'événementiel dans des centres commerciaux, etc. Donc on a joué là-dessus, mais on savait très bien que ça ne durerait pas longtemps, la saison d'après nous remplacerait, etc. Donc il fallait qu'on ait une stratégie plus long terme, mais il faut quand même, moi je le répète souvent, Ava au départ, sur les ateliers en physique, elle était là parce qu'elle voulait faire partie du business, mais comme c'était Charles le meilleur pâtissier qui donnait le cours, Ava faisait la vaisselle de tout le monde, pendant que moi, j'étais en train de donner le cours. Je sais pas si tu imagines un peu le côté égo. On était toujours en médecine, d'ailleurs, elle a toujours été meilleure que moi en médecine. Et tout d'un coup, elle s'est dit, ok, d'une, je vais le laisser faire sa passion parce que je lui fais confiance. De deux, une fois que c'est lui la star de ce truc-là pendant un moment donné, j'accepte de me mettre en retrait parce que je connais ma vision à long terme et je suis prêt à faire ça pour accéder à la vision à long terme. Donc, si ça, c'est pas une embûche, il y a plein de gens qui l'auraient pas fait. L'ego est très important dans la dimension, je trouve, entrepreneuriale. Si à un moment, il faut que tu mettes ton ego un peu de côté parce que tout simplement, tu sais pourquoi. Tu connais ta vision, tu connais ta mission là-dedans. Elle a su le faire en tout cas. Et si elle n'avait pas su le faire, j'aurais pas pu faire autant d'ateliers. On n'aurait peut-être pas gagné autant d'argent. Quand je dis autant d'argent, en tout cas, de quoi survivre au départ. Et du coup, peut-être qu'on aurait arrêté. Donc, la dimension humilité, ego, pour moi, elle est hyper, hyper importante quand tu lances un business. Parce qu'il faut accepter que déjà que tu n'y connais rien quand tu lances un business pour la première fois. Et que c'est pas grave. Et que les gens qui réussissent en business, c'est pas que le fils du père ou de la mère ultra businesswoman ou businessman qui leur a tout enseigné et que c'est réservé à ces gens-là, aux gens qui sont déjà riches, qui sont déjà ultra éduqués sur le business. Non, c'est réservé à ceux qui persévèrent, ceux qui vont tomber, se relever, retomber le plus de fois.
je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, que le synonyme de... Le point commun à tous ceux qui réussissent, c'est que juste, ils ont eu beaucoup plus d'échecs que toi. Plus tu as d'échecs, plus tu te rapproches de la réussite. Ça, je trouve faut que sortir de sa zone de confort et puis petit à petit, ça deviendra ta zone, mais il faut pas avoir peur en fait de faire des choses. C'est ça, quand je te disais la détermination, je pense qu'il faut juste y aller, mais comme en médecine, quelque part. Il y en a qui... Nous, on a des amis, évidemment, qui sont encore là-bas. Et Là-bas, t'as l'impression qu'on parle du Là-bas. goulag. L'autre monde. C'est encore là-bas. Non, mais et qui serrent les dents parce qu'ils savent qu'à la fin, ça va leur plaire. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Mais je leur souhaite, de tout cœur. Mais ils sont déterminés à finir leurs études parce qu'ils pensent que ça va leur plaire. Alors que c'est l'horreur pour eux, tu vois. Et qui sont à la limite de la dépression. Mais non, mais c'est la force de la volonté. Hein. Voilà, mais bien c'est ça. sûr. Mais après, si on t'apprend pas ça, tu vois, là, je me rappelle de quelque chose. Tu nous demandes comment, quand même, on a développé finalement ce mindset aussi. Et Ava parle de formation de développement personnel. Nous, on a pris beaucoup de formations en ligne de développement personnel. Ça nous a énormément aidé. On a entendu un jour une histoire. Je sais pas si tu connais le livre Bouillon de poulet pour l'âme. Ah oui, pareil, il a été souvent recommandé. Et je l'ai pas lu terrible, encore. Moi. Tu sais que je l'ai pas lu parce que j'aime pas le titre. Mais le titre est horrible. C'est chicken soup en anglais. Ouais, Qu'est-ce que je vais lire chicken soup? Mais justement, c'est ça qui fait toute la force de cette histoire. C'est que le mec qui a créé ce livre voulait absolument ce titre. Il s'est dit, c'est le meilleur titre pour ce livre. Et tant qu'un éditeur ne lui disait pas oui, il continuait. Donc il allait voir un éditeur, 5 éditeurs, 10 éditeurs. Il disait non, 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 non. Au bout d'un moment, le mec, à chaque fois qu'il sortait du bureau d'un éditeur qui lui disait non, il lui serrait la main, il disait merci beaucoup. Et le mec il disait mais pourquoi vous me dites merci? Parce que vous me rapprochez de celui qui va me dire oui. Ça, c'est génial. Alors là, c'est qui l'auteur? Je sais plus comment s'appelle Putain, l'auteur, mais le mec est incroyable. ce mec est un génie. Pas en ça, pleurant, tu sais, lui il dit merci beaucoup. Genre. Non mais C'est ça. qui va te dire merci beaucoup quand tu lui dis non? Et ça, Ouais. en fait, c'est un truc en tant que, à l'époque, futur entrepreneur, on s'est dit, ok, faut pas juste écouter cette histoire passivement, faut vraiment tirer une leçon de ça. Parfois, c'est pas des gens qui te disent non, c'est tu lances un projet et il marche pas, la vie te dit non, et bah tu crées un autre, ou alors tu améliores ce premier projet, peu importe. Mais si toi, tu as une certitude, et à partir du moment où lui, il était intimement convaincu que c'était le titre, le truc qui allait faire que son livre allait cartonner, je crois que c'est le 157e ou 147e qui lui a dit oui. Et Mais son c'est livre un a été truc de plus vendu que la malade. Bible. C'est un Non. truc de fou. C'est le livre le plus vendu de tous les temps. Nous, on écoute ces histoires et on se dit, ok, t'as deux choix quand t'écoutes ça. Ouais. Soit tu te dis, ouais, faudrait faire un film sur cette histoire, c'est marrant. Soit tu te dis, je vais appliquer ça et je vais toute ma vie garder ça en tête parce que je veux au moins jusqu'à le 157e échec, je veux pas abandonner. Parce que ce mec a prouvé le principe que jusqu'à 157, mais évidemment qu'il y vrai jusqu'à 350, ça serait pareil. Ouais. Mais une fois que tu as cette mentalité-là, c'est une chose de la comprendre, c'est autre chose de vraiment encaisser les échecs et de repartir. Donc, big up à lui, je pense qu'il est plus là, mais Ouais. juste, c'est ouf, cette histoire, elle est incroyable. Nous, elle a changé notre manière de penser. Ouais, ne pas s'arrêter Et, en fait quand il y a des obstacles. Quoi. Ouais. Mais quand Et- t'es sûr que c'est ce que tu veux faire, et c'est là où moi je trouve que c'est difficile. Ouais. Parce que personnellement, du coup, j'ai tellement pas été élevée dans cet état d'esprit-là que quand il y a une difficulté et qu'en plus, du coup, tu prends beaucoup moins de plaisir, parce que c'est rare les gens qui prennent du plaisir dans la difficulté. Ouais, c'est vrai. Voilà. En fait, moi, il y a une grosse remise en question. Mais est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? En fait, ça se trouve pas du tout. Et la tentation de revenir dans ta zone de confort et de te dire, en fait, c'était pas fait pour moi. Et c'est là où je trouve que c'est difficile. C'est savoir que même si là, t'es en galère, en fait, faire la différence entre t'es en galère et c'est parce qu'en fait, c'est pas pour C'est toi. un passage, ouais. Et t'es en galère, mais ça va passer. Ça va passer. En fait, t'aimes vraiment fondamentalement Ouais. ça. Mais je Ouais. pense que c'est hyper important que des fois la vie nous rappelle ça, nous rappelle de nous rappeler. Est-ce qu'on est bien là? Nous, on a eu la chance de se poser cette question en médecine. Est-ce qu'on est bien là? Mais il y en a plein qui le font pas. Et je pense que c'est hyper important, même quand t'es en galère, de te poser la question, parce que souvent, si t'es à la bonne place, et encore la bonne place, attention, elle peut changer 2 ans après. Hein, Ouais. c'est Ouais. pas... En fait, on peut jamais être sûr de ce qu'on a envie de faire. Mais se poser la question si, à ce moment présent, t'es bien ou pas, est-ce que ça vaut le coup? C'est hyper important, je trouve, de Ouais. se poser la question régulièrement, et on essaie de se la poser encore. Hein. Ouais. Et ouais, je pense qu'il faut pas avoir peur de se la poser aussi. Nous, on avait des amis en médecine, on leur disait, tu t'es déjà vraiment demandé si t'étais bien là? Elle a dit, non, j'ai peur de la réponse. Ouais. Donc Ouais. en fait, tu Ouais. sais, la politique de l'autruche, tu Ouais. mets la tête dans le sable et voilà quoi. C'est la zone de T'attends que confort. ça On s'en rend passe. compte plus tôt que plus tard. C'est ça. Ce qui est terrible, c'est que cette zone de confort, elle t'entraîne vraiment vers je vais être malheureux. C'est très difficile d'être vraiment heureux si tu restes longtemps dans ta zone de confort. Le but, c'est de l'élargir au fur et à mesure, cette zone de confort, pour qu'elle soit de plus en plus grande, mais que même une fois qu'elle est énorme,
il faut pas se dire ah bah c'est bon, là j'ai bien taffé, ça fait 10 ans que je sors de ma zone, maintenant je vais y rester. Pendant 6 mois tu vas être super bien, je pense. Ouais. Au bout de 6 mois il te manque un truc, l'être humain il a envie de Progresser. c'est la croissance ouais. qui rend heureux. Nous on s'est rendu compte que j'ai déjà eu dans ma vie des objectifs purement financiers et je les ai atteints et je me suis rendu compte en fait Ça te nourrit pas. en fait j'ai les mêmes ça. problèmes qu'avant. Avec plus d'argent. J'en ai mais avec, Ça change mais rien. avec plus d'argent. Et t'as plein de gens qui vont te dire ouais, mais si un problème peut se régler avec un chèque, alors c'est pas un problème. Tout ne se règle pas avec un chèque. Ça Tout- aide, putain, mais. tout ça se ne règle peut pas. carrément pas avec un chèque. Ah bah non. Et je pense que si c'est ça ta mentalité, bah, ça va être vraiment difficile d'être super épanoui. Mais il y a moyen d'être épanoui si tu te focuses vraiment sur ok, comment je peux apporter aux gens, comment je peux. Et te poser vraiment. Je parlais avec mon petit frère qui est en première. Et je lui dis est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard? Qui est une question qu'on pose normalement à quelqu'un qui est en première. Et c'est vrai que dans le système scolaire, on va leur dire ah, t'as mis quoi dans ton truc post-bac? APB, là. Tu vas Ouais. faire quoi? Tu vas faire ingénieur, avocat ou médecin ou prof? Ouais. Et en fait, je lui dis Martin, est-ce que tu t'es déjà. Martin, mon frère, est-ce que tu t'es déjà vraiment posé sur ton bureau en faisant une liste? Ok, tout ce que je peux aimer, même si c'est un truc qui te paraît rien, comme tu disais tout à l'heure, lire. Ok, j'adore lire. J'adore sortir, faire des balades. Mais je suis sûr que tu peux devenir. J'en sais rien. Forestier. Youtubeur de balades où tu montes les plus belles balades en France et les gens peuvent faire des parcours et suivre tes balades ou pourquoi pas les faire avec toi ou je sais pas, ou créer une équipe de randonneurs ou j'en sais rien, mais des trucs qu'on va pas te dire à l'école malheureusement encore aujourd'hui, mais il faut prendre le temps de se poser. C'est pas Mais juste on je suis dans ma t'apprend douche pas et je ça. me dis ah tiens maman Ouais. m'a demandé ce que je voulais faire, alors qu'est-ce que je veux faire? Non, tu prends 2 heures et même si pendant 2 heures il sort rien, t'as pris ton thinking time et tu t'es posé devant ta feuille et tu t'es demandé vraiment ce que tu veux faire. Il y a une question en développement personnel que j'adore, c'est quand on dit ok, tu veux faire quoi ou qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce que tu veux vraiment. Et le fait de mettre vraiment l'intention sur qu'est-ce que je veux vraiment. Et là, tu te dis, Ah ouais, c'est peut-être pas qu'est-ce que je veux en fait, qu'est-ce que je veux Ouais. vraiment. Qu'est-ce que je veux? Ah bah mon frère me dit bah comment être riche. Je dis bah déjà super, pourquoi pas, parce que dans l'habitude en France on va te dire non mais Martin non, ça c'est pas un objectif. Bah pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais qu'est-ce que tu veux vraiment là-dedans? C'est de la liberté, c'est de la liberté géographique, c'est de la liberté purement financière, c'est de la liberté temporelle, tu veux pouvoir bosser quand tu veux, tu vas pouvoir bosser où tu veux, c'est quoi que tu veux vraiment derrière ça? Et ça c'est des questions qu'on se pose pas assez. Je pense qu'on s'arrête avant le vraiment. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Le jour où des profs poseront la question qu'est-ce que vous voulez faire non mais qu'est-ce que vous voulez faire vraiment? Qu'est-ce que t'aimes faire Vraiment. déjà? Ouais, qu'est-ce que t'aimes? C'est ça aussi, en fait. Qu'est-ce que tu t'aimes? veux, qu'est-ce que C'est ça. t'aimes Pourquoi t'aimes ça? Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Qu'on creuse beaucoup Ouais, plus. ouais. On arrêterait d'arriver à 18 ans parce que je suis sûr qu'en fait on peut trouver avant 18 ans ce qu'on aime. Ouais. Mais juste la qualité de ta vie est impactée par la qualité des questions que tu te poses. Mm. Et je crois qu'on n'apprend pas à se poser les bonnes questions. Et carrément. Pose-toi Et les bonnes C'est vrai que questions. la philo, on devrait la commencer plus tôt. Mais Ouais. tellement Et avec autrement. d'autres questions. Et Voilà, non. exactement. pas comme Et ça. avec d'autres questions que quel auteur Mais machin, je trouve ça ouais. fou Ouais, de se ouais, dire ouais, que ouais. nous on discutait en philo parce que ça nous intéressait pas, alors que c'est un domaine qui est incroyablement fascinant. enrichissant, Ouais, ouais, certainement le plus Ouais. enrichissant de tout ce qu'on peut apprendre à l'école. Et je crache pas sur les autres matières, juste celle-là elle est folle. Et si elle était enseignée plus en mode développement personnel, t'imagines, t'as 2 heures de développement personnel le lundi matin. Ah ouais. Les gosses ils finissent comment? Bah c'est Ah, clair. ouais, incroyable. C'est clair. Mais bon, comment tu mets en place ça, je sais pas. Mais... Et est-ce que Martin a réussi à te répondre quand tu lui as dit qu'est-ce que tu veux vraiment? Ouais. Il commence à me dire que, en fait, et je pense qu'il osait pas le dire, que ça fait quelques semaines ou mois qu'il regarde des vidéos YouTube sur l'investissement dans les crypto-monnaies. Regarde, Quoi? tu rigoles ou quoi? Mais t'as 16 ans. Évidemment, je lui dis pas ça. C'est ce que je me dis. C'est Ouais. mon discours interne de je suis formaté comme ça. Ouais. Et évidemment, comme j'ai appris un petit peu à être Passer au-dessus. ce maître de ma vie et à me recadrer, je dis génial, dis-moi qu'est-ce que tu sais là-dedans. Et il me sort des trucs, je me dis la vache, presque j'en sais pas la moitié, alors qu'il a 16 ans et qu'on pourrait se dire non, t'investis dans les crypto-monnaies ou même l'investissement en bourse. Il me parlait de l'investissement en bourse quand t'as un vrai travail et quand tu machin. Je dis mais tu sais Martin, ça peut être aussi ça ta vie. Être investisseur là-dedans et finalement, peut-être pourquoi pas à terme, aider des gens, des jeunes comme toi qui en ont envie mais qui savent pas comment faire, à le faire correctement et avec le moins de risques possible et comment obtenir des résultats alors qu'on n'est que lycéen et qu'on a envie de faire ça. Ah ouais, je vais me renseigner. Ok, bah cool. Ouais. Cool. Et c'est juste pas c'est peut-être pas le job que tes parents attendent que tu leur dises. Et je dis, pourquoi tu demanderais pas à papa et maman, est-ce que vous pouvez me filer 20-30 euros par mois? J'ai envie d'essayer de les investir. Je veux dire, qu'est-ce qui peut se passer
de méga graves. Et son argent de poche Tu qu'il les mettra perds. pas à McDo, tu Oui, vois. c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que Ça lui apprend aussi à gérer un budget, C'est entre ça. guillemets. il va faire des erreurs, c'est sûr. Mais il va les faire plus vite que tout le monde, donc il va plus vite accéder à un état d'esprit de leader de sa vie, Mm. de champion, tu Ouais, vois. ouais. Et je trouve ça trop bien, j'ai envie de lui dire, mais fais le plus d'erreurs possible maintenant. Et par rapport à ta question, est-ce qu'on a eu des problèmes, est-ce qu'on a eu des embûches, tu vois, sur notre parcours, je pense qu'il y a un truc qui est hyper intéressant de rajouter, c'est que là, on peut avoir l'impression que quand t'entreprends, bah voilà, tu réussis, c'est cool et tout. Faut pas oublier que c'est pas grave si des fois ça va pas aussi. Parce que on dit il faut toujours se remettre sur la voie ou quoi, mais ça marche aussi pour tes émotions. Si tu te sens pas bien à un moment, bah en fait, faut juste l'accepter et dire c'est pas grave, tu vois. Mm. Et je pense que c'est important parce que souvent sur les réseaux sociaux, on voit un monde un peu tout beau, tout rose, tu vois. Les gens, voilà, les nanas, elles sont super bien, elles sont super jolies. En fait, c'est pas grave des fois d'aller mal, même si les gens le montrent pas sur tout ce qui est télé, médias, tout ça. Il faut juste accepter, je pense, quelquefois d'aller mal. Et nous, ça nous est arrivé des fois d'aller mal et de commencer à paniquer. Tu vois, en mode, est-ce qu'on est justement à notre place? Est-ce que ce qu'on fait est bien? Est-ce qu'on donne assez aux gens? Est-ce que nos abonnés sont contents? Enfin, tu vois, toutes ces questions qui sont normales au final. Ouais. Mais on paniquait un peu de se les poser et de se dire mince, je vais pas bien, alors que j'ai ça pour aller bien, ça. Il faut juste des fois relâcher, je pense, et se dire bah, c'est pas grave, je vais pas bien, ça ira mieux demain et je vais tout faire pour aller mieux, tu vois. Mm. Et ça fait partie aussi des embûches qu'on a réussi un petit peu à dépasser et juste à relativiser en fait, parce que la vie au final, quand tu prends un peu du recul, on avait fait ça avec David Laroche. Dans une formation en ligne, c'est genre tu vois où tu es, tu essaies de visualiser, là tu vois on est dans cette pièce et on essaie un peu de reculer et de te dire en fait t'es tout petit dans ce monde et c'est pas grave que là à ce moment-là t'ailles mal, tu vois, ça va pas tout chambouler et ça va pas tout chambouler ta vie non plus, donc tu peux juste te calmer, relativiser, ça va aller quoi. Ouais. Et je pense que c'est important d'arrêter de stresser pour tout aussi et de se dire qu'on va forcément trouver une solution parce qu'on en trouve toujours, tout le monde a réussi à trouver des solutions dans sa vie et peu importe ce qui peut arriver, tu peux en trouver encore et encore et je pense que ça fait partie aussi de notre vie d'entrepreneur et de se dire ok c'est pas grave, ça va Ouais. aller mieux demain, on va trouver les solutions, il n'y a pas de souci. C'est très dur, je trouve, d'être indulgent envers soi-même. Ouais. Moi, je suis, On se met la en barre pire haute, truc. Je hein. suis indulgente, en veux-tu, en voilà avec les autres Ouais. et tout. Mais genre l'avocat du diable. Ouais. Prends du temps pour toi. Ouais, alors que repose-toi. toi, non. Voilà. Ouais, ça, je pense C'est que fou, c'est. Ouais. Ouais. Parce que C'est- j'ai l'impression, tu me diras si tu le ressens pareil, mais je sais qu'avec Ava, on est un peu comme ça. Dans notre type de métier, on sait tellement qu'on a de la chance. On travaille d'où on veut. Notre métier, c'est en partie de montrer des trucs cool sur Instagram qu'on fait, qui sont payés par notre boîte en plus. Je veux dire, il y a pire. On est où on veut, quand on veut. On peut gagner sa vie aujourd'hui avec ce genre de métier. Alors quand tu vas pas bien, tu te dis, Mais il y en a J'ai qui pas le droit. triment, tu sais, à côté, Mmh. comme justement tous les gens il qui y en t'ont a qui font les répété ça. vendanges, qui font Ouais. machin, et tu dis, en fait, moi je dois leur montrer que je vais bien tout le temps parce que ils vont se dire quoi en fait si moi tout d'un coup je leur dis, oh bah je suis en pyjama un lundi après-midi dans mon salon et je leur dis que je vais pas bien. J'ai pas le droit de leur dire ça. Alors qu'en vrai, si, évidemment que t'as le droit de leur dire ça, mais t'as une forme de culpabilité à Ouais. mort. De dire, Ouais. j'ai pas le droit de ressentir ça, j'ai trop de chance, mon métier est trop cool. On a la chance d'être heureux, en fait. Ouais, on a la chance d'être heureux, mais en fait, on le ressent pas sur le moment. Ouais. Et en fait, non, t'as la chance d'être heureux, ok, mais là, tout de suite, tu te sens pas bien. Tu te sens pas bien. Je dis pas qu'il faut forcément le partager avec les gens. On peut le faire, c'est pas un problème, mais Mm. accepter en fait que tu te sens pas bien. Et ça, c'est hyper difficile. Là, je le dis là, mais Mm. tout à l'heure, on est en voiture, je veux vous amener des viennoiseries en venant, et je crois qu'il manque 3 croissants. Il Je panique. vrille dans ma tête. Je me dis, oh, mais si on est 4 ou je sais pas quoi, on n'aura pas assez. Après, je me dis, oula, mais Charles, mais qu'est-ce que t'as Je veux dire, Tu au pire, parles il y a- de viennoiserie, quoi. il y a que 3 pains au chocolat, 3 pains au chocolat et 3 croissants. C'est quoi le délire? Donc, même si tu es entrepreneur et que tu as réussi à dépasser certaines étapes, à apprendre des trucs sur toi-même, tu vas retomber dans tes travers. Au bout d'un moment, c'est obligatoire. Et encore une fois, il faut accepter que des fois, tu vas retomber. Et c'est même Ava qui me dit, qu'est-ce que tu es en train de nous faire là? On s'en fout de ces 3 croissants. Ok. Et ça peut arriver pour des problèmes plus graves, mais bien souvent, l'humain se focalise sur des problèmes qui sont pas graves du tout. Ouais, Presque c'est parce que ça t'évite de penser ça, le biais, au plus grave, tu le vois. biais de négativité, Ça, c'est énorme. C'est une réalité, quoi. C'est trop fou. Et c'est pour ça que moi, je fais. Là, je m'en veux parce que ça fait peut-être 2 semaines que je l'ai pas fait, mais normalement, j'ai mon carnet de gratitude Trop tous les bien. matins, tous les soirs, tu vas noter 3 choses pour lesquelles tu as 3 kiffs du reconnaissance. jour. Ouais. Parce qu'en fait, ça conditionne le cerveau humain à du coup ne plus s'arrêter que sur la négativité. Et vraiment, je le vois parce que du coup, c'est devenu un réflexe. Quand il m'arrive un truc cool, de me dire ah bah j'ai de la chance de ça. Et quand je vois que quelqu'un d'autre a un truc pas cool ou autre chose, je me dis ben voilà, rends-toi compte aussi de la chance pour Ouais. toi. Et ça aide vraiment, et je pense, sur le long terme, de ouf, quoi. J'ai quelques petites dernières questions pour vous. Yes. On en a un peu parlé, mais c'est une question quand même que j'aime bien poser, parce que parfois, on se rend compte qu'on n'a pas dit des choses. Comment est-ce que vous progressez? Est-ce que c'est une question que vous vous posez, ou est-ce que si vous la posez maintenant, vous arrivez à identifier ce qui vous aide à progresser?
C'est la question à 1 million, là. Ouais. Elle est trop dure. Pour moi, je pense que c'est la remise en question, en fait, permanente, de toujours te demander, comme on disait juste avant, est-ce que ce que je fais est bien ? Est-ce que ça me plaît ? Surtout, est-ce que ça me plaît ? Je crois que c'est la question qu'on se pose le plus souvent. Et puis voir là où tu as des lacunes, en fait. Quand tu te remets en question aussi, c'est tout con. On vient d'ouvrir notre boîte et il y a des trucs de compta. On n'est pas bon en compta. Tu vois, on perd les factures, on sait pas. Et en fait, tu te remets en question, tu te dis, ok, je vais progresser là-dessus, je vais apprendre, je vais m'entourer, je vais demander à des gens qui ont monté leur boîte comment ils font. Et je pense que s'entourer, c'est hyper important aussi pour progresser, pour te rendre compte aussi de ce que tu peux faire bien ou pas bien. Et les bouquins, franchement, c'est un des trucs que je trouve qui nous fait le plus décoller dans la vie. Il n'y a pas longtemps, on était à un séminaire, on écoute une interview d'un entrepreneur américain qui génère 700 000 € de chiffre d'affaires par mois. Gros entrepreneur. Et on lui demande s'il a un truc à nous donner pour lui, un bon atout pour la réussite. Et il nous dit, j'ai un truc à vous dire, c'est apprenez un truc par jour. Vous ne vous couchez pas tant que vous n'avez pas appris un truc dans votre journée. Et en fait, je réfléchis combien de soirs je me suis couché et dans la journée, en fait, j'ai fait que ce que je savais faire. Ça revient à sortir de votre zone de confort. Combien de fois tu te couches et tu te dis, j'ai que déroulé aujourd'hui. J'ai uniquement déroulé ce que j'ai appris à faire depuis des années et j'ai pas eu un seul moment où j'ai eu une petite boule au ventre parce que je faisais un truc qui était en dehors. Pour moi, quand tu commences à passer trop de temps où tu te dis, putain, c'est facile en ce moment. Ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Après, attention, tout est relatif, ça va pas parce que dans nos esprits, on a envie de progresser autant. Il y a des gens qui sont très bien dans leur vie à pas apprendre de nouvelles choses et c'est ok, tu vois. On juge pas ces gens-là, au contraire, mais c'est juste notre vision à nous d'entrepreneurs. C'est une croyance que j'ai en tout cas, c'est que on peut croire que temps libre égale bonheur ou argent égale bonheur ou je sais pas quoi. Moi, je crois que croissance égale bonheur. Croissance, ça veut pas juste dire financier, ça veut dire je suis en train de devenir une meilleure version de moi-même. Tu sais, on dit souvent ça en développement personnel, devenez la meilleure version. Je t'adresse à My Better Self. Non, mais c'est clair. Ton nom est tellement une belle représentation de ce que je pense de la réussite, en fait. Tu réussis quand, le soir, tu te couches, t'es une meilleure personne que la veille au soir. Ça veut pas dire que tu peux avoir moins d'argent sur ton compte, tu peux avoir eu moins de temps libre ou avoir fait un truc pas bien dans ta journée. Mais t'as au moins appris quelque chose, peut-être parce que t'as refusé un rendez-vous ou t'as été pas très cool avec quelqu'un et derrière, dans ta voiture, tu t'es dit ça, il faut vraiment plus que je le fasse. Mais vraiment avec de la conscience et dire ok, là, j'apprends que ça, il faut pas que je le fasse. Et le soir, tu te couches, t'es une meilleure personne. C'est pas juste lire tous les jours pour apprendre des trucs. C'est vraiment mettre de la conscience sur tout ce qui se passe dans ta vie. On met beaucoup trop le pilote automatique, je trouve, dans notre vie. Dès que tu mets de la conscience sur tout ce qui se passe, en fait, ta vie, elle change complètement. Tu prends beaucoup plus de recul sur ce que tu fais et tu dis, OK, là, je suis bon, super, je continue, là, je suis moins bon, je m'améliore. Et le soir, forcément, t'es meilleur, le lendemain, t'es meilleur. Ça veut pas dire que tu ne referas pas des erreurs, mais tu les feras moins et t'avanceras. Et ça, pour moi, c'est ça, progresser, sortir de ma zone de confort et mettre de la conscience sur le quotidien. Mais après, tu vois, ça peut être des trucs tout cons. Je te disais tout à l'heure, tu m'as fait sortir de ma zone parce qu'on a fait un test Covid avant de se voir et j'en avais jamais fait. J'ai appris que je pouvais le faire, en fait. Et faut juste mettre le focus sur ok, j'ai fait ça, ouais, c'est cool, et pas juste ouais, j'ai fait un test Covid, tu vois. Pour moi, c'était quelque chose d'important. J'en avais peur et je l'ai fait. Et merci. Et tu vois, j'ai appris que je pouvais faire des trucs comme ça, tu vois. C'est propre à chacun et en effet, faut pas le comparer à. Non, il faut célébrer en fait. Il faut te demander, toi, qu'est-ce qui va te faire te rendre bien le soir en te couchant et voilà, tu fais ta petite liste et tu te rends compte, comme tu disais, les 3 kiffs. Et j'ai fait ça aujourd'hui il y a des choses qui m'ont fait du bien. Mais ça peut être regarder une série qui m'a fait me sentir bien. Voilà, c'est un truc important pour toi. Mais essayer de vraiment faire le focus sur ce qui te fait du bien. Je trouve que c'est hyper important. Et c'est ce qui te permet de progresser en fait dans ta vie. Parce qu'après, je sais pas si tu nous parlais de progrès en pâtisserie ou pas forcément. Mais c'est là où c'est cool d'avoir l'interprétation de chacun et de chacune. Et en effet, au final, ce qui est le plus important, c'est progresser en tant que personne. Donc, vous avez super bien répondu. On a abordé pas mal les livres. Est-ce qu'il y a une ressource, un livre ou autre, une formation, un film que vous avez envie de recommander aux personnes qui nous écoutent? Ouais, moi j'en ai une qui a changé ma vie, c'est de David Laroche, j'en parle beaucoup, mais c'est vraiment lui qui a vraiment changé ma vie. Quand je me posais beaucoup la question encore, malgré le fait que ça se passait bien, tu vois, ce qu'on avait lancé, avant de décider si j'arrêtais vraiment définitivement la médecine. Et il a fait une formation qui s'appelle 21 jours pour je sais plus quoi. Faut que je te redonne le nom. Atteindre ses objectifs. Ou pour définir ses objectifs. Je sais plus ce que c'est, mais tout est sur le site de David Laroche. Et en fait, c'est une formation de 21 jours qui te permet vraiment de te rendre compte, justement, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, où j'ai envie d'aller et où j'ai pas aussi envie d'aller. Tu vois, c'est hyper important de le savoir. Et ça m'a libéré un truc de me dire... ok, déjà, il apprend que tu peux changer 10 000 fois, c'est pas grave, mais au moins, il te permet de te poser, tu sais, faire des visualisations aussi. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans ? Et ça m'a
énormément aidé. Moi, David Laroche, c'est vraiment Ok. le gars qui a changé ma vie, La vraiment. Bible ambulante. À part Charles, il a changé ma vie aussi, mais David Laroche aussi, beaucoup. Désolée, Charles, tu dois partager la place. David, si tu nous écoutes, je suis un peu dégoûté. Il y a un dernier livre auquel j'ai pas pensé, parce qu'en fait, Ava est en train à peine de le commencer, et ça revient à ce qu'on était en train de dire. Le livre s'appelle « Arroser les plantes et pas les mauvaises herbes ». C'est-à-dire vraiment focus sur ce qui va bien, et mettez de la conscience sur ce qui va bien, et arrêtez d'en mettre sur ce qui va mal. Donc ça, elle l'a pas encore lu, donc je peux pas dire qu'on le conseille, mais déjà le titre est prometteur sur ce truc-là. Ouais. Moi, il y a un exercice qui m'a vraiment changé ma vie, c'était une visualisation. C'est pas un contenu en particulier, mais c'est un exercice que j'invite tout le monde à faire. C'est juste ultra puissant. Quand tu es vraiment au début de ce côté, ok, je veux me lancer dans le développement personnel, je sais pas encore qui je suis, pourquoi je suis là vraiment. C'est quoi ma mission sur cette planète, tu vois? Pourquoi je suis fait, qu'est-ce que j'aime? C'est une visualisation où tu t'imagines le jour de ton propre enterrement. Pas très gay, mais... En fait, efficace. je trouve que c'est hyper gai. Et Ok, il est bizarre, on va s'arrêter là. coupé. Et en fait, tu prends du recul sur ça, comme si tu regardais la scène du dessus, et tu imagines toutes les éloges funèbres de tes proches. Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Et en fait, des fois, tu sais pas ce que tu veux être, mais quand tu imagines ce que tu as envie que les gens disent de toi, est-ce qu'on va dire Charles ou Ava, c'était quelqu'un de bienveillant, c'était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait et qui mettait des actions pour aller vers ses rêves. Même si peut-être les rêves sont paralysés, peu importe. C'était quelqu'un qui était inspirant, c'était quelqu'un qui aidait les autres. Et moi, faire cet exercice-là, je me suis rendu compte de ce que je voulais vraiment, et ce dont on parlait tout à l'heure. Et non pas, tu vois, si j'y réfléchis tout seul, je vais me dire j'aimerais bien avoir une Lamborghini et partir en voyage partout. Ça, c'est ce que j'aimerais bien. Qu'est-ce que je voudrais vraiment quand je fais cet exercice-là? Évidemment, c'est que les gens me disent j'ai pu les impacter dans leur vie, les aider à être des meilleures personnes. Et pas Charles avait une belle voiture. Et pas, tu vois. c'est clair. Ouais, qui fait cet exercice et se dit j'aimerais Oui, qu'on on dise a de moi peut-être. Charles avait quand même 13 Ferrari, une maison à 12 millions, tout le monde s'en Et fout. j'ai hérité de tout ça. Bon, c'était un gros radin pour les autres, mais quand même stylé. Tout le monde s'en fout. T'as envie qu'on dise de toi que t'étais bon, que t'as donné. Et cet exercice-là, ok, il peut paraître un peu glauque, mais mettez une petite musique qui vous inspire là-dessus. Fermez les yeux et demandez-vous, personne par personne, mon père il dirait quoi, ma mère elle dirait quoi, ma chérie, mon chéri dirait quoi, mes frères et sœurs, mes amis diraient quoi. Et en fait, tu sors de ce truc en disant, je sais qui, pas je suis, parce que peut-être que tu l'es pas pour l'instant tout ça, mais je sais vers quoi je veux aller. Qui Et j'ai envie d'être, en fait. C'est pas très difficile de mettre des actions en place pour devenir bienveillant. Tu n'avais pas besoin d'être stratégiquement, d'avoir fait des études supérieures pour savoir comment devenir bienveillant, savoir comment donner aux autres. Donc pour moi, ça, c'est l'exercice qui a vraiment changé ma vie. Ok. Je m'arrêterai là parce que c'est le plus puissant. Ah, mais c'est génial, moi j'ai même pas envie que vous arrêtiez, c'est vraiment terrible. Je vais vous poser la question signature et j'ai hâte d'avoir votre réponse. Ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie? Ah, je sais. Je sais ce que je vais Tu mets dire. une réponse badass, je suis dégoûté parce que moi j'ai Non. rien. Tu passes après? Tu peux répéter ta question que je suis sûre de ma réponse? Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie? Arrêter de se focaliser sur ce que les autres peuvent penser. Pour moi, ça a été un truc, et j'y travaille encore tous les jours, hein, c'est hyper dur pour moi encore, mais d'arrêter de penser, ok, je mets une jupe, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je vais arriver décoiffée parce qu'il y a du vent, en fait, je m'en fous. Ou je vais quitter médecine, en fait, je m'en fous de ce que les autres vont penser, et je pense à moi, en fait, et ce qui me fait du bien. Et quand je dis je pense à moi, j'étends ça à mon chéri aussi, qu'est-ce qu'il peut penser de moi? C'est important dans ma vie aussi, parce que je l'aime, ma famille, tu vois, j'ai pas envie de les décevoir, mais je travaillerai toujours dans ma vie pour moi, pour ce que j'ai envie. Et je pense que ça, c'est prendre le pouvoir d'arrêter de mettre trop d'importance sur ce que les gens peuvent dire de toi. Et je pense que c'est hyper important. Et moi, ma sœur, elle m'inspire énormément par rapport à ça. Par exemple, elle a décidé de pas s'épiler. C'est un truc tout con, tu vois. Pour beaucoup de personnes, ça peut paraître tout con. Mais pour moi, dans mes croyances, c'était genre, ouais, tu t'épiles pas, mais qu'est-ce que les autres vont penser de toi quand tu vas lever les bras? On s'épile pour les autres, hein, tu vois. en soi. Et si on est en honnête, fait, je me dis, mais ouf, quoi. Mais Ouais. t'as raison, tu t'en fiches. Et elle a plein de tatouages, tu vois. Elle est pas dans les dans les codes, tu vois. Et je trouve ça génial, en fait, parce qu'elle en a juste rien à faire de ce que les gens vont penser d'elle. Et je pense qu'elle a le plus grand pouvoir parce qu'elle vit pour elle. Ouais. Et c'est comme ça que t'es heureux, c'est quand tu vis pour toi, en faisant attention, évidemment, aussi aux autres. Je dis pas qu'il faut être égoïste, tu vois. Ouais. Mais je pense que quand t'arrives à te débarrasser un petit peu de la vie que les autres peuvent porter sur toi, moi, c'est ça, en tout Libérateur. cas, qui me libère et qui me fait du bien. Peut-être pas Charles, peut-être, Ouais. tu Bah, vois. Charles Mais va pour nous moi, dire. c'est ça. En réalité, un des premiers éléments qui est venu à mon esprit, c'est d'arrêter la comparaison. Je trouve que c'est hyper important. Mais moi, ce qui m'a le plus aidé à prendre conscience que j'ai le pouvoir de ma vie, c'est réellement prendre la conscience que je pouvais tout faire. Ouais. Quoi que ce soit,
Je peux le faire. Et je me suis répété pendant des jours et des semaines avec Ava sur une formation de développement personnel. Je suis extraordinaire. Je suis né pour vivre une vie spectaculaire. Ah, j'adore. Mais après, On ne fait pas dans la demi-mesure. Non, mais tu vois, tu peux te dire, mais la première fois, je suis sûr où j'ai écouté, je me suis dit, Il a bu galop, le mec. Et j'étais tout seul chez moi et j'avais peur de le dire. Ouais. Mais c'est quand même n'importe quoi. Ouais. Évidemment, je suis et c'est tout le quelque chose monde que est je pense aujourd'hui, tu vois. extraordinaire, ouais, c'est ça qui Et est- aujourd'hui, moi, il y a un truc contre lequel je me bats un peu, c'est la fausse humilité. T'as le droit de dire que t'es extraordinaire. Ouais. Et t'es pas prétentieux quand tu dis que t'es extraordinaire. Ça veut pas dire que t'es meilleur que le mec d'à côté. Tu dis, ok, moi, j'ai décidé un truc pour moi, c'est que je suis extraordinaire. Je le sais. Et je sais que je suis né pour vivre une vie qui est spectaculaire. Et je laisserai personne, et tu vois, ça rejoint un peu ce que tu dis, je laisserai personne me dire le contraire. S'il me le dit, très bien, c'est ses croyances, mais moi, ce sera plus jamais mes croyances. Je suis extraordinaire, je suis né pour vivre une vie spectaculaire. En fait, Ça change la vie. tu te donnes de l'amour quand tu te dis ça. Et Mm. si tu t'aimes pas, c'est hyper difficile, je pense, d'avancer dans la vie. Et c'est hyper dur de s'aimer sur tous les points. Mais je pense qu'on a forcément des choses qu'on aime chez soi et Ouais. c'est important de le soulever. Et cette phrase, justement, je suis extraordinaire, tu l'entends comme tu veux, tu vois. Ouais. Ça peut être j'ai des cheveux extraordinaires si c'est hyper important pour toi d'avoir des super beaux cheveux, tu vois. Mais ouais, je trouve que c'est hyper puissant aussi. Ouais. Ouais. De se dire qu'on a le droit de se le dire et que Ouais. c'est à nous de Et que c'est pas c'est à nous grave. d'en faire C'est une ça. réalité en fait. Ouais. Et qu'on s'en fiche que les autres disent oh là là, il est mégalo Ouais, celui-là, ouais, tu ouais. vois. Bah non, Ouais. t'es extraordinaire. Bah Ouais. écoute, je Fake te it. respecte de penser Ouais. ça de toi parce que moi, j'y arrive pas, tu vois, par Ouais. exemple. Ou... Comment Peu veux-tu ne importe. pas avoir le pouvoir de ta vie quand tu penses que t'es extraordinaire Mm. Ça veut pas dire qu'il est parfait, tu Ouais. vois. Ouais. C'est Mais- là la grosse différence. Mais même malgré tes défauts, bah ouais, t'es extraordinaire parce que de toute façon, on l'est tous. Enfin, attends, Ouais. on est sur cette planète quand même, c'est On a le assez droit, fou. on a C'est le droit de clair. se dire Quand je on suis prend du génial. recul, ouais, ouais, Mais ouais. Je suis ouais, c'est génial. fou. J'ai loupé ça. Mais c'est pas grave, je suis quand même génial parce que je sais que j'ai loupé ça. badass, Je sais que quoi. Mm. je suis bien, quoi. Je suis extraordinaire. Non, je suis même pas bien, je suis extraordinaire. C'est trop fort. Trop cool. Trop Bon fort. bah écoutez, merci beaucoup Charlie Bah, Ava, merci à toi. pour Merci cet à toi épisode pour l'invitation. extraordinaire. Je tiens à le souligner. Bah écoute, avec plaisir. Vraiment, Ouais, on a si kiffé. vous nous écoutez, vous êtes encore là jusqu'au bout, bah, n'hésitez pas à envoyer un message à Charlie Ava pour les remercier parce que je pense que cet épisode va aider beaucoup de gens. Bah, trop Ouais, bien. j'ai- Donc J'espère. Trop, trop merci vraiment et bah, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur vous, sur ce que vous faites, où est-ce que vous voulez qu'on les redirige? Sur Instagram, je pense. Instagram, notre chaîne YouTube, il tape Charlie Ava, c'est le même nom partout. Ouais. Même mail, je dirais, charlieava@gmail, c'est ça .com. On voit plus les mails que les messages Insta Ouais, les aujourd'hui. messages. S'il y a un truc vraiment important À Ouais. nous faire passer. à nous faire passer, si vous avez envie Trop de discuter cool. avec nous, Et je n'hésite mettrai voilà, le lien vers vos formations, vers votre site. Bah, c'est et gentil. j'espère à très bientôt. pas. Bah, j'espère À bientôt, aussi. merci pour l'invitation. beaucoup. C'était Au cool. revoir.